Oui, donc cette troisième séance, bon, la deuxième séance, nous avions vu, la deuxième séance sur Darwin a présenté la théorie de l'évolution, ou plutôt la théorie de l'évolution et son évolution récente. Ah non, alors attendez, excuse-moi Annette, je vais t'interrompre, mais je vais demander aux uns et aux autres de fermer les micros, s'il vous plaît. Ou alors je vais le faire d'office. L'application des Voilà, donc c'est bon. Merci. Tu peux revenir, Annette. La fois dernière, nous avons parlé de Darwin et de l'évolution en général, de la théorie de l'évolution. Et alors aujourd'hui, eh bien, le sujet, c'est la préhistoire et l'évolution humaine. Donc, monsieur Tessandier, qui nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation, est préhistorien. Il est chercheur au CNRS au laboratoire TRACE. Alors, je trouve que c'est un nom très bien. Ça veut dire Travaux et recherches archéologiques sur les cultures, les espaces et les sociétés. Et ça, c'est à l'Université Toulouse-Jean Jaurès à Toulouse. Et il est aussi chargé de mission à l'Institut d'écologie et environnement du CNRS pour la section Hommes et milieux, évolution et interaction. Alors, il a la particularité aussi, comme vous pouvez le voir sur cette première diapositive, de s'intéresser, d'être un partisan de la vulgarisation. Donc, il a écrit ou participé à plusieurs livres. Et donc, il va faire son exposé à partir de son dernier livre, dont vous voyez la couverture devant vous. Monsieur Tessandier, vous avez 1 heure pour l'exposé, et ensuite il y aura 1 heure de discussion, de réponse aux questions, de bavardage divers. Alors maintenant, donc je répète, on demande à tout le monde de fermer les micros et même les vidéos, parce que c'est plus confortable après pour le conférencier. Et donc je vous donne la parole. Et bien sûr, si vous souhaitez dire d'autres choses pour vous présenter, surtout, vous n'hésitez pas. C'est à vous. Et il faut rouvrir votre micro. Voilà, là, vous m'entendez? Parfait. Superbe. Ben, merci à vous et merci pour l'invitation. Juste une petite question, une petite remarque pour le tempo. Vu que je suis en fouille en ce moment et que les jeunes fouilleurs attendent pour d'autres choses, les vérifications du soir, moi, ça m'arrangerait si on pouvait finir un peu avant 9 heures. Voilà. Donc, j'essaye de faire moins d'1 heure ou 1 heure max pour la présentation et peut-être couper un peu la discussion à une demi-heure. J'aurais du mal à tenir. Enfin, voilà, je suis demandé par ailleurs, donc c'est pas très pratique. Donc, j'avais vu votre thématique de la saison. Je ne savais pas trop comment le prendre et j'avoue qu'en plus, là, ça tombe dans une période où on est un peu, voilà, c'est la fin de l'année pour les étudiants, pas mal de terrain, donc un peu compliqué de préparer des choses. Donc, je me suis dit, je vais m'appuyer sur mon bouquin pour essayer, voilà, de vous raconter des choses qui rentrent dans la caractérisation de l'humanité moderne, mais ça ne va pas être du tout complet, exhaustif. Voilà, ce n'est pas une conférence exposée où j'ai vraiment réfléchi à la thématique et où je vais la traiter dans sa globalité. Juste pour vous dire, donc, je vais me reposer sur ce livre que je vais vous présenter, qui s'appelle Nos premières fois, qui est paru en 2019, ouais, aux éditions La Ville Brûle à Paris. Dont le principe est de raconter, le titre est évocateur, je pense, hein, c'est les premières fois de l'humanité. Donc vous allez voir, là, je vais vous prendre 10 ou 11 exemples de premières fois. Donc on va se balader dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, on va se balader depuis les premières manifestations anthropiques du phénomène humain. Donc on va remonter à plus de 3 millions d'années pour ce qui est des premiers outillages en pierre. Et ensuite, on va se promener dans ce qu'on appelle le paléolithique, donc qui commence avec les premiers outils en pierre, et qui en gros se termine au moment où les sociétés ne sont plus chasseurs, cueilleurs, collecteurs, nomades, exploitant des milieux sauvages, mais au contraire deviennent des agriculteurs, pasteurs, éleveurs, et se sédentarisent dans ce qu'on appelle le néolithique, qui commence il y a un peu plus de 10 000 ans au Proche-Orient. Donc voilà, moi je vais surtout être sur des exemples du paléolithique, donc dans ces 3 millions, c'est un peu plus de 3 millions d'années hein, qui caractérisent l'évolution humaine. Donc là, j'avais mis en première dia quelques repères, hein, vous avez eu le temps, vu que là j'ai déjà un peu discuté, de regarder quelques repères, c'est des choses assez simples, hein, mais pour un peu situer le temps.
Voilà, et vous voyez que l'échelle est pas du tout, enfin le temps chronologique là est pas à l'échelle, hein, parce que vous voyez bien que pour que ça rentre dans une image, je compresse le temps. Si on compressait pas le temps, on se rend bien compte que, euh, que l'essentiel du paléolithique se joue sur des millions d'années du phénomène humain. Ah, pourquoi ça bouge pas? Ah, j'ai un problème de. Comment on fait? L'image bouge pas pour vous? Non, ça bouge pas. Alors, pourquoi? Je sais pas. Pourtant, je suis en plein écran. Ah, voilà, ok. J'ai juste à faire ça, pardon. Donc, voilà, donc ce livre, c'est 30 histoires. Donc, en fait, c'est un livre. Les histoires sont à peu près classées dans l'ordre chronologique, hein, des premières fois. Donc, vous allez voir, on peut parler de premier outil, de premier cannibale, de première grotte, de première peinture, etc. Donc c'est classé plutôt dans l'ordre chronologique, mais le bouquin peut se prendre un peu dans tous les sens, dans le sens où on peut très bien choisir de lire la dernière histoire en premier si on en a envie, etc. Donc c'est une histoire ici des commencements, donc c'est-à-dire voilà, j'essaye de saisir ce qu'on peut dire aujourd'hui dans les connaissances les plus actuelles en préhistoire sur différents phénomènes. Ça peut être des choses très globales, très générales, comme l'outil. Ça peut être des choses plus ponctuelles, hein, vous le verrez. On va parler d'aiguille à chat, par exemple, pour des choses plus ponctuelles. Ce sont des témoignages universels, dans le sens où c'est ce qui constitue notre patrimoine, le patrimoine global, quoi, de l'humanité. Hein, on va voir comment un peu l'humanité s'est forgée. Comme je vous l'ai dit, c'est surtout du paléolithique, donc on va partir il y a plus de 3 millions d'années et on va s'arrêter en gros au moment où les sociétés deviennent sédentaires, agricoles et domestiques, les plantes et les animaux. Et voilà, essayer de réfléchir un peu et de montrer que la préhistoire, c'est pas une science, c'est une science du passé de l'homme, mais qui s'intéresse beaucoup qui pose des questions très actuelles. C'est-à-dire que beaucoup de questions qui sont traitées aujourd'hui en sciences humaines peuvent être traitées par l'angle préhistorique, par l'angle des sociétés de la préhistoire. On va voir de hiérarchie sociale, on peut parler d'apprentissage, on peut parler d'évolution des techniques, voilà, de différents types de phénomènes qui posent des questions aujourd'hui en sciences humaines et qu'on peut traiter à travers des exemples du passé. Donc voilà, là c'est le sommaire du bouquin. J'ai simplement souligné, enfin encadré les premières fois que j'ai choisi de traiter avec vous aujourd'hui. Donc vous voyez, outils, leçons pour parler d'apprentissage. On parlera de cannibalisme, qui est quelque chose qui caractérise encore qui caractérisait en tout cas récemment encore certaines sociétés. On verra que c'est quelque chose d'assez ancien. On parlera des grottes et du milieu souterrain, parce que quand on parle de préhistoire, souvent on a cette adéquation avec les grottes. On parlera d'enterrement, qui est un phénomène majeur qui survient à un moment dans l'histoire de l'humanité, hein, le fait de se préoccuper des défunts et d'en faire quelque chose, de structure, de hiérarchie sociale avec les chefs, d'aiguilles à chat, de chiens, où on commencera à voir le début de l'anthropisation réelle du milieu, hein, et de commencer à domestiquer, de poser la question des premières domestications. De même on s'arrêtera avec le premier verre de lait, où là on rentrera dans ce monde agricole et des éleveurs, des premiers éleveurs, avec lesquels j'arrête ensuite ces chroniques. Donc on commence avec les premiers outils. Et donc vous savez sans doute que l'outil a souvent servi à définir l'homme au sens générique, hein, du terme, l'humain. Pas l'homme au niveau genré, dans le sens où on a souvent considéré que pour parler de phénomènes humains, il fallait avoir des sociétés, être face à des sociétés outillées. Donc outillées dans le sens où euh, non pas simplement utilisation, comment dire, d'outils naturels, comme on peut le connaître dans plein de sociétés animales. Les chimpanzés vont effeuiller des brindilles et pour collecter des termites et mettre des brindilles dans une termitière pour que les termites remontent et les manger. Les loutres peuvent casser des coquilles à l'aide de pierres, mais dans ce qu'on connaît aujourd'hui du règne animal,
il ne s'agit pas d'outils à faire des outils. C'est l'utilisation de formes naturelles qui sont mises à profit par certains animaux pour casser des noix, pour récupérer des termites, etc. Là, quand on parle d'outils anthropiques, d'outils humains, on est face à de la transformation, hein, transformation de matériaux à l'aide d'autres matériaux. Donc, par exemple, les premiers outils qu'on connaisse aujourd'hui, c'est des outils en pierre, c'est des pierres taillées. Pour une raison assez simple, hein, il y a certainement des outils probablement avant ces outils en pierre, mais qui pouvaient être dans des matériaux périssables. On peut penser à du bois en particulier. Et ça va laisser aucune trace et ça ne va pas subsister. L'avantage de la pierre pour les archéologues et les préhistoriens, c'est que la pierre, elle est pérenne. La pierre se conserve et ne se détruit pas à travers le temps. Et donc, on a la chance de pouvoir observer et retrouver ces pierres en contexte archéologique, lors de fouilles archéologiques, de sites archéologiques, etc. Cette première fois, dans l'objet du livre, ce que j'essaye aussi de montrer, c'est qu'on ne saisit jamais le plein début d'un phénomène. On n'est jamais certain, avec l'archéologie, d'attraper le réel début de quelque chose. En général, on va saisir des phénomènes quand ils sont déjà bien implantés, quand les processus sont déjà bien développés, et donc on ne pourra jamais dire finalement. Je vais pouvoir dire aujourd'hui le premier outil date de temps, on va le voir, mais je ne peux pas savoir si ce que nous attrapons, nous, archéologues, préhistoriens, est le réel premier outil, ou si au contraire, il y a déjà eu toute une histoire qui nous a amené à ça, à ces premières formes qu'on va découvrir. Donc ça, c'est une première raison, c'est une première explication. On retrouve des choses qui sont déjà, des processus vraisemblablement qui sont déjà en cours, qui sont en développement. Ensuite, il faut se rendre compte que pour la question des premiers outils de l'humanité, les choses ont beaucoup changé à travers les périodes de découverte. Donc un exemple sur le premier outil, en gros, jusqu'à il y a une quinzaine d'années, il y avait une date faisait consensus pour parler des premiers outils taillés par l'homme. On était à un peu plus de 2 millions d'années, 2 millions 4. Donc il faut se rendre compte de ce que ça représente, 2 millions 400 000 ans. Je l'avais noté dans le livre, j'ai plus en tête, mais c'est des centaines. Si on parlait en termes de génération humaine, c'est tout à fait prodigieux. Voilà. C'est très difficile d'appréhender, pour qui n'est pas préhistorien, et même pour nous c'est difficile d'appréhender des durées qui nous séparent autant de découvertes. Hein, là, on parle en millions d'années. Donc jusqu'à il y a une vingtaine d'années, on était autour de 2,4 millions, 2,5 millions pour des premiers outils taillés, qui étaient, là ils ne sont pas représentés à l'écran, ceux-là, qui étaient ce qu'on appelle des galets taillés. En gros, des galets sur lesquels vont être portées 3-4 percussions pour dégager un tranchant. L'objectif de la pierre taillée au départ, c'est faire du tranchant. C'est pouvoir ensuite utiliser les pierres pour leurs facultés, leurs propriétés mécaniques, d'avoir cette capacité, quand elles sont taillées, de mettre à profit des fils tranchants qui vont pouvoir servir ensuite à écraser, percuter, découper, etc. Donc on était face à des choses qui avaient plus de 2 millions d'années et qui étaient relativement simples, c'est-à-dire ces galets taillés, c'est simplement 2-3 percussions qui vont être portées à une extrémité d'un galet pour en dégager un tranchant. Donc un processus qui est relativement simple techniquement. Et les choses tombaient bien parce que tant qu'on était autour de 2,5 millions d'années, on avait à peu près une concordance entre les premiers outils et les premières formes anatomiques que mes collègues paléoanthropologues, donc ceux qui travaillent sur les vestiges osseux humains, classés dans le genre Homo. C'est-à-dire qu'en gros, les premiers représentants du genre Homo, on les a pendant longtemps appelés Homo habilis, habilis car habile, car premiers individus à confectionner avec leurs mains des outils, et donc à être habiles et à avoir une certaine habileté technique. Donc les choses allaient plutôt bien, dans le sens où on avait une concordance entre des outils relativement rudimentaires et des formes anatomiques qu'on découvrait,
qui étaient à peu près datés des mêmes périodes. Il faut aussi se rappeler que tout ce dont je vous parle là pour ces périodes aussi anciennes, on est uniquement dans 2 régions du continent africain, l'Afrique de l'Est, et notamment la région qu'on appelle le Rift, c'est le Rift est-africain, hein, qui est une grande faille sismique qui traverse l'Afrique de l'Est du nord au sud, qui passe par le Kenya, l'Éthiopie, la Tanzanie. Donc on était essentiellement dans ces régions et un peu en Afrique australe, notamment en Afrique du Sud. À ces périodes-là, quand on découvre ces galets taillés qui ont 2,5 millions d'années, on a du peuplement, on a des traces d'outils taillés uniquement dans ces régions. L'homme, les premiers représentants du genre Homo ne sont pas encore sortis de leur berceau, on va dire, originel, ou en tout cas tel qu'on le décrypte aujourd'hui, qui est que les formes humaines viennent toutes aujourd'hui de ce qu'on connaît, hein, de l'état des connaissances, du continent africain, et ça ne va qu'être ensuite des histoires de dispersion de ces populations à travers le globe et au fil du temps. Les choses ont changé avec une découverte assez remarquable. Il y a, oui, dans les fin des années 90, où là, une équipe franco-kenyane, qui était dirigée par une archéologue qui s'appelle Hélène Roche, a découvert ce que vous voyez à droite sur l'image. Là, vous voyez sur l'image de droite, sur fond noir, ce qu'on appelle un remontage. Donc, en fait, c'est un puzzle. C'est comme un puzzle. C'est-à-dire qu'on a pu, par chance, sur une découverte exceptionnelle, reconstituer les différents événements qui se sont produits sur un bloc de pierre. Donc, on voit que vous voyez peut-être, vous arrivez à deviner peut-être à l'écran qu'on a toute une série d'éclats qui s'emboîtent, de fragments de pierre qui s'emboîtent les uns dans les autres et qui en fait représentent toutes les actions techniques qui ont été menées sur un bloc de pierre. Ces vestiges, ils ont été découverts sur un site au Kenya qui s'appelle Lokalelei. L'image de gauche ou de droite? L'image de droite. C'est celle où il y a marqué 2,34 millions d'années, voilà. Ou quoi? Ouais. C'est celle-là. Ouais. Et donc ça, c'est une découverte de la fin des années 90 qui a vraiment fait changer un peu les choses, dans le sens où on s'aperçoit sur ce site qui est extrêmement bien conservé pour des périodes aussi anciennes que les responsables, les individus qui ont taillé ces blocs de pierre étaient capables de beaucoup plus de complexité technique que ce qu'on présageait auparavant quand on avait des simples galets taillés qui ne portaient que 2-3 enlèvements. Là, on a sur certains blocs de pierre 40 ou 50 éclats qui ont été détachés à 2 340 000 ans. Ça a été une grande surprise de se rendre compte que pour des périodes aussi anciennes, ce qu'on appelle les hominidés, hein, vraisemblablement, là, il n'y avait pas de vestiges anatomiques humains associés avec ces outils, mais vraisemblablement, pour ce qu'on connaît pour ces dates-là, dans ces environnements-là d'Afrique de l'Est, des Homo habilis, étaient capables de détacher non pas 1 ou 2 éclats d'un simple galet pour en dégager un tranchant, mais étaient capables d'une certaine récurrence dans les opérations techniques, ce qui démontre déjà à la fois de l'habileté, mais aussi des connaissances de la pratique de la taille des roches dures, dans le sens où aucun d'entre vous, si vous n'avez jamais percuté un bloc de pierre avec un galet, ne serait capable de détacher 30 ou 40 éclats d'un bloc. Vous arriveriez très vite déjà, vous auriez du mal à en détacher un seul. Et 30 ou 40, c'est proprement impossible. Ça demande déjà des capacités, on en parlera tout à l'heure. Il faut avoir saisi certaines propriétés physiques de la taille des roches dures pour être capable d'enchaîner les coups et de ne pas accidenter le bloc afin qu'il puisse produire des séries d'éclats. Donc ça a été une première surprise, ça a été de se rendre compte de la relative complexité des opérations, et du coup on se retrouvait avec des premières industries en pierre qui étaient déjà relativement complexes. Donc on commençait déjà avec quelque chose qui est un processus vraisemblablement déjà bien avancé. Donc ça, c'était fin des années 90. Et la deuxième surprise, donc là les choses allaient encore bien, dans le sens où, même si c'était plus complexe, il y avait une relative adéquation entre le fait d'être capable de produire des outils en pierre et le fait que pour des périodes comparables, on retrouvait des formes anatomiques qu'on classifiait dans le genre Homo auquel nous faisons partie, nous, en tant qu'espèce sapiens, mais genre Homo qui a connu plein d'autres espèces. Vous avez sûrement entendu parler d'Habilis pour les premiers, puis ensuite d'Erectus, Ergaster, Heidelbergensis, Néandertal. Voilà, tout ça, c'est des espèces
qui se sont succédés ou qui ont cohabité, coexisté à l'intérieur du genre Homo qui caractérise le phénomène humain. Là où, deuxième grand fait marquant que je veux souligner sur ces premiers outils, avant de passer à une autre petite histoire, c'est le fait qu'il y a maintenant 6-7 ans, toujours au Kenya, toujours par la même équipe franco-kenyane, dirigée par une collègue moi, avec qui j'avais fait ma thèse. Et là, ils découvrent dans des sédiments, donc dans des couches géologiques bien datées, parce que l'avantage de cette région de l'Est africain, c'est que c'est des régions volcaniques, et que les dépôts volcaniques, on arrive aujourd'hui, par des travaux assez complexes de géologie et de chronologie, de méthodes de datation, on arrive à les caler dans le temps. Donc on arrive non pas à dater les outils en eux-mêmes, mais on arrive à dater les couches sédimentaires dans lesquelles ces outils sont retrouvés, les formations sédimentaires dans lesquelles on retrouve ces pierres taillées. Et là, il y a eu découverte, donc c'est ce que je vous disais, il y a 6-7 ans à peu près, de pierres taillées, alors là, beaucoup plus simple que celle de droite. Donc là, c'est l'image que vous avez à gauche. Là, c'est beaucoup plus simple, c'est quelques coups, 2-3 coups pour détacher un éclat qui a un pourtour tranchant. Mais on est à 3 300 000 ans. Et là où on est toujours là où l'implication est forte, c'est qu'à 3 300 000 ans, on est 700 000 ans avant ce qu'on considérait être l'émergence du genre Homo et l'émergence du phénomène humain. Donc, aujourd'hui, à 3 300 000 ans, on a des outils taillés, réellement taillés. Hein, c'est pas quelque chose d'accidentel. C'est pas des pierres qui se sont cognées les unes contre les autres. C'est pas possible d'arriver à ce résultat-là de façon naturelle. Donc, il y a bien une action technique qui est entreprise sur ces blocs de pierre pour en détacher des éclats et obtenir des tranchants. Mais en revanche, pour des dates aussi anciennes que 3 300 000 ans, on n'a pas de représentants du genre Homo. On connaît en revanche d'autres populations qu'on appelle les australopithèques. Alors les australopithèques, c'est un nom un peu barbare. Hein. Australo, c'est parce qu'on les a trouvés en premier en Afrique australe, en Afrique du Sud. Et Pithèque, ça représente ces singes australes, tel que ça avait été nommé au départ. Ces australopithèques, vous les connaissez, ils ont été popularisés notamment par Coppens lors de la découverte de Lucie. Lucie étant la plus célèbre australopithèque qu'on connaisse, c'est-à-dire qu'on est dans les premières formes, en gros, d'individus bipèdes, mais qui possèdent encore des caractères simiesques assez avancés, hein, assez présents au niveau de leur anatomie, et que donc on ne classifie pas dans le genre Homo, on ne les fait pas rentrer dans les premiers représentants du phénomène humain en tant que tel, même si leur évolution a vraisemblablement donné naissance à ceux qu'on va classifier comme les premiers représentants du genre Homo. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où l'outil qu'on a longtemps pensé comme le nécessaire parallèle au phénomène humain, et comme le fait qu'il y avait une adéquation stricte entre outils et humains, ben non. Des formes préhumaines, comme les australopithèques, vraisemblablement, parce que là encore, on n'a pas d'association directe, hein, on n'a que les outils. Soit on n'a que les outils, soit on n'a que les individus, mais on n'a jamais les deux associés, pour l'instant. Mais en tout cas, dans ces environnements d'Afrique de l'Est, au Kenya, en Éthiopie, en Tanzanie, pour ces périodes-là, à 3,3 millions, on n'a pas aujourd'hui de représentants du genre Homo. Donc un premier, ça a été une grande surprise qui a des implications, c'est que le caractère technique, l'évolution des techniques commence avec des individus qu'on ne classifie pas dans notre genre humain aujourd'hui. Donc ça a été un résultat assez choc qui vient montrer que l'élaboration technique, que les premiers phénomènes techniques ne se réduisent pas au genre humain. Or, la pierre taillée va devenir un équipement technique essentiel du développement de la culture matérielle, on va le voir, des sociétés humaines. Donc voilà, ce phénomène est ancré vraisemblablement dans un genre qu'on appelle ces fameux australopithèques, dont Lucie est la plus célèbre représentante. Donc voilà une première fois qui a énormément bougé. On aurait fait cette conférence, cette présentation avant 2000, j'ai plus la date exactement en tête, mais on l'aurait fait avant 2013 ou 14, on aurait dit 2,3 millions, 2,4 millions, 2,5 millions. Et maintenant, on dit 3,3 millions, donc 800 000 ans de plus.
Donc, vous voyez que les premières fois qu'on saisit, elles sont aussi dépendantes des contextes de découverte et que les choses en préhistoire et en évolution humaine changent et changent vite, à la fois par les découvertes, mais aussi par les progrès technologiques. On le verra pour d'autres premières fois, progrès technologiques qui nous permettent aujourd'hui d'avoir beaucoup plus de données à notre disposition et de finesse de données que ce dont disposaient nos collègues préhistoriens il y a 30 ans, 20 ans ou un demi-siècle. Donc voilà pour ce premier outil. On reste dans le minéral, on reste dans le travail de la pierre et assez rapidement dans le bouquin, je pose la question de la capacité d'apprendre. La capacité d'apprendre, elle est aujourd'hui présente dans toutes les sociétés humaines sans exception. Et on peut se poser la question si le fait d'apprendre est une exclusivité, entre guillemets, des humains, ou bien si c'est partagé par d'autres espèces vivantes. Donc ça, c'est un débat qui va animer les cognitivistes, les psychologues, les éthologues qui travaillent sur le règne animal. Et évidemment, on a des espèces de types de... On peut relever des comportements de type, entre guillemets, apprentissage, je ne sais pas bien comment les qualifier, chez certains animaux. On a, par exemple, comment dire, des différents types de comportements chez les grands singes, où on voit bien que les plus jeunes observent ce que vont faire les aînés ou les individus matures du groupe et vont, entre guillemets, apprendre à casser des noix ou à, à exercer différents types de savoir-faire, de récupérer la nourriture, etc. etc. Mais la question qui se pose ici, c'est plutôt de savoir si dans le phénomène humain, on n'a pas comment dire, des caractéristiques d'apprentissage un peu plus particulières. Notamment, alors ce qu'on peut dire de tout ça, très rapidement, parce que là le temps est compté, d'ailleurs je regarde l'heure, ce qu'on peut dire de tout ça, c'est que à 3,3 millions, on ne peut pas dire grand-chose parce que pour l'instant, on n'a qu'un seul site avec une industrie en pierre assez particulière, assez simple, assez rudimentaire. Donc, bon, pas grand-chose à en dire sur cette question de comment ont été acquis ces comportements. Si on passe à 2 340 000 ans, donc vous avez de nouveau à gauche l'image qui était dans la diapo précédente, de ce remontage, de ces 30, 40 éclats qui ont été détachés d'un même bloc de pierre, là déjà, ça pose des questions. On n'a pas de raté. Donc ça pose des questions au moins d'apprentissage visuel. C'est-à-dire que pour arriver à faire ce qu'a fait ce tailleur ou cette tailleuse à 2,34 millions, il faut avoir observé quelqu'un qui maîtrise les gestes et avoir observé les actions techniques qui sont mises en place pour réussir à reproduire cela. Donc, on a au minimum un apprentissage dans le sens où on ne peut pas réussir ça au premier coup. Ce n'est pas le travail d'un enfant, c'est pas, sûrement pas le travail d'un adolescent, c'est vraisemblablement déjà des individus qui ont pratiqué, qui ont connu l'échec, pour être capables de ne pas épuiser le bloc de matière première, donc de respecter des règles d'angle entre les surfaces sur lesquelles on frappe et les surfaces sur lesquelles va se détacher l'éclat, etc., etc. Je ne rentre pas dans les détails. Mais à 2,34 millions, on a déjà une certaine complexité technique qui demande nécessairement au moins une imprégnation au moins visuelle, quoi. Il faut s'imaginer quand même des gens qui récupèrent beaucoup de leur outillage à travers le travail de la pierre et que donc le travail du minéral est quelque chose d'habituel dans le groupe. On observe en permanence des individus du groupe qui confectionnent des outils. Donc c'est déjà un premier pas assez qui pose des questions intéressantes sur une forme de transmission des savoirs et de cumulation des connaissances. Il y a un certain nombre, pour arriver à ce résultat de 2,34 millions, il y a des connaissances qui ont été accumulées, donc une espèce de culture cumulative qui est quelque chose de propre au règne humain. On n'a pas l'impression que les singes, les grands singes d'aujourd'hui qui cassent des noix, on peut penser qu'il y a 3 millions d'années, ils faisaient déjà la même chose. Mais du coup, il n'y a pas eu trop on a l'impression que dans le phénomène animal, il n'y a pas de cumulation du savoir.
il n'y a pas de complexité grandissante à travers le temps. Les grands singes n'ont pas l'air aujourd'hui de faire des opérations techniques plus complexes que ce qu'ils ne devaient faire il y a 3 millions d'années. Là, à 2,34 millions, on a déjà de l'accumulation du savoir. On a une forme voilà, de culture cumulative qui est mise en place et qui permet d'arriver à ce résultat. Si on passe sur l'image du milieu, là où est ma flèche, vous avez un biface très ancien. Alors un biface, vous le voyez, hein, c'est un objet qui est relativement symétrique. Celui de droite est très symétrique, mais il a 50 000 ans. Il témoigne d'un progrès technique déjà fort avancé. Celui du milieu, il n'est pas encore très symétrique. Vous voyez qu'il est un peu grossier. La symétrie n'est pas parfaite. Mais bon, c'est un objet travaillé sur ces deux faces qui tend vers une forme relativement symétrique et harmonieuse. Les premiers bifaces apparaissent il y a 1 700 000 ans en Afrique. En Europe, il faudra attendre 1 million de plus, c'est-à-dire vers 500-600 000 ans pour trouver les premiers bifaces en Europe. Mais en Afrique, on en a à partir d'1,6 million, 1 700 000 ans. Or, il y a eu des travaux qui ont été faits par des collègues, des travaux expérimentaux. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs générations de préhistoriens aujourd'hui qui ont cumulé de l'expérience du travail de la pierre, qui sont capables de reproduire, quand on se pose certaines questions sur le matériel archéologique, on trouve aujourd'hui des réponses par l'expérimentation. Et donc, on s'est amusé à tester sur la réalisation de bifaces ce que ça impliquait. Et notamment, on a demandé à des gens qui avaient différents niveaux de savoir-faire, donc des individus qui étaient experts de la taille de la pierre, et puis des individus moins confirmés, qui avaient déjà une pratique, qui étaient capables de s'approcher d'un biface, mais pas encore de façon tout à fait parfaite, on va dire. Et on a fait travailler des groupes d'expérimentateurs en leur fournissant différents niveaux d'information. C'est-à-dire que pour certains groupes, il n'y avait que démonstration, c'est-à-dire qu'un tailleur expérimenté allait faire des démonstrations de réalisation de bifaces. Et dans d'autres groupes, on allait faire intervenir des indications liées à des modes de communication, notamment avec le langage. C'est-à-dire, au lieu d'avoir juste la démonstration, on vous explique avec la parole et des concepts de communication qu'il faut faire telle action, que là c'est important de préparer le bord, de faire telle action sur le bord pour détacher un éclat et rendre la pièce de plus en plus fine, et la rendre symétrique, la rendre harmonieuse, équilibrée, etc. Et ce dont on s'est aperçu avec ces expérimentations, c'est que pour la réalisation de bifaces, quand il n'y a pas de communication de concepts verbaux, les groupes d'expérimentateurs échouent. Ils n'arrivent pas à reproduire ce qu'on observe dans le registre archéologique. Donc ça prouve que l'évolution des techniques a avancé et surtout que peut-être dès 1 500 000 ans, 1 700 000 ans à travers ces premiers bifaces, et en tout cas avec les bifaces qui vont se perfectionner à travers le temps, on présuppose que des modes de communication gestuels et verbaux, et donc des concepts, étaient transmis pour que les individus apprennent et soient capables ensuite de faire des formes de bifaces évoluées. L'évolution s'étant poursuivie, et vous le voyez avec la forme de droite qui est plus sophistiquée, qui là est vraiment à 50 000 ans une forme quasi parfaite, ultra symétrique, les deux surfaces sont gérées de la même façon, etc. C'est vraiment très complexe, hein. Il faut vous rendre compte que le biface de droite, dans les expérimentateurs actuels, les préhistoriens expérimentateurs d'aujourd'hui, il leur faut 10 à 15 ans d'apprentissage. C'est irréductible, quoi. Il faut une dizaine d'années d'apprentissage pour les réaliser, quoi. On ne réalise pas ça en 6 mois, 1 an d'apprentissage, ce n'est pas suffisant. Et donc, c'est pour ça que je l'ai appelé première leçon, dans le sens où les premiers bifaces posent la question fondamentale, hein, de l'apprentissage et du langage. C'est-à-dire qu'on peut présager que dans des périodes aussi reculées que celles des premiers bifaces, on a déjà des formes de langage articulé qui permettent de transmettre des concepts liés à cet apprentissage technique. Donc, là où le travail de la pierre, du coup, est assez fascinant, c'est que finalement, le travail de la pierre nous en dit plus que l'anatomie. C'est-à-dire, retrouver un crâne, c'est bien beau, mais ce crâne, on va pouvoir calculer sa capacité crânienne, on va pouvoir calculer différents types d'indices, mais tout ce qui était à l'intérieur du crâne, c'est devenu une boîte vide. C'est-à-dire, il nous reste l'architecture extérieure, osseuse,
mais tout ce qui était à l'intérieur, le cerveau, les parties les plus intéressantes pour décrypter l'intelligence et la cognition humaine, elles sont plus là. Elles ont disparu. Le travail de Lapierre, c'est un excellent enregistreur de ce dont étaient capables, de la complexité dont ont été capables progressivement les sociétés humaines qui ont évolué à travers le temps. Et donc, d'après les résultats expérimentaux qui ont pu être mis en place, on présage que la réalisation de bifaces a demandé assez tôt dans l'évolution humaine des formes de transmission de concepts et vraisemblablement des formes de langage articulé. Donc voilà, par rapport au cycle sur la modernité que vous proposez cette année, voilà un caractère éminemment moderne de s'interroger sur à partir de quand dans l'évolution humaine on a eu des formes d'articulation, de langage articulé possibles, même si bien évidemment on décryptera jamais les langues préhistoriques, même pour des périodes beaucoup plus récentes. Mais vraisemblablement, on est à peu près assuré que le langage n'est pas réservé à Sapiens. C'est-à-dire on va voir tout à l'heure dans les dias prochaines que Sapiens apparaît à un moment, que notre espèce apparaît, hein, il y a 200 000, 250 000 ans, ou un peu plus, également sur le continent africain. Eh bien, Sapiens n'a vraisemblablement pas l'apanage du langage, et d'autres formes humaines, les Néandertaliens qui ont précédé les Sapiens en Europe, et encore d'autres formes humaines sur le continent africain, disposaient de facultés langagières à peu près certaines, d'après la complexité de leur transmission technique et de ce que ça demande pour que les techniques se transmettent, se cumulent toujours plus en allant vers une course, entre guillemets, au progrès technique et technologique, et donc un enrichissement de plus en plus complexe. Donc voilà un élément qui me semble important à rappeler et à poser dans une caractérisation d'une humanité moderne. Donc je passe à la suivante. Ça va être un peu décousu, hein, parce que du coup j'ai pris des exemples dans le livre. Et voilà, il n'y a pas forcément un fil logique, même si on suit plutôt une trame légèrement chronologique. La prochaine petite histoire, elle nous emmène vers la question du cannibalisme. Alors le cannibalisme, on peut s'étonner parce je mets aux frontières de l'humain dans le sens où le cannibalisme pour nous aujourd'hui c'est tabou. C'est quasi tabou comme l'inceste, on va dire. Hein. Lévi-Strauss avait défini le tabou de l'inceste. Bon, le cannibalisme dans nos sociétés, c'est quelque chose d'immoral au sens propre, et que l'on a une grande difficulté à expliquer, à entendre, même si d'autres sociétés l'ont pratiqué de façon rituelle, de façon symbolique. Vous connaissez sûrement les cannibalismes quand les Espagnols, quand Christophe Colomb arrive aux Amériques, ils vont découvrir des sociétés indigènes cannibales. On a les formes de cannibalisme, on va dire, de crise, de survie. Vous avez peut-être l'exemple de cet avion qui s'était écrasé dans la cordillère des Andes, je ne sais plus quand, là, dans les années 60, je crois, d'une équipe de rugby, je crois, uruguayenne, hein, où ils ont fini par, voilà, ils se sont écrasés dans la cordillère des Andes, et ils ont fini par, certains ont survécu en mangeant leurs semblables. Le cannibalisme, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui a émaillé l'histoire humaine, et on en trouve des exemples dans plein de sites et d'espèces différentes. Alors, les premières pratiques cannibales qu'on connaisse, le cannibalisme, il faut se dire que c'est assez difficile à définir, parce que, bon, en termes de méthode, hein, de méthode archéologique, c'est pas facile de définir des pratiques cannibales. En fait, là, il faut se dire que nous, ce qu'on arrive à faire transparaître, c'est du cannibalisme qu'on appelle nutritionnel, dans un premier temps. C'est-à-dire qu'on va observer sur des vestiges humains, sur des restes osseux humains, des traces de traitement qui sont similaires aux traces que l'on observe sur les ossements des animaux qui sont consommés et qui font partie de la subsistance. C'est-à-dire qu'on va observer sur des ossements des traces de percussion pour récupérer la moelle, des traces de découpe d'un outil tranchant en pierre où on a découpé les chairs, et du coup, l'outil tranchant passe sur l'os et laisse des traces sur l'os. Et sur les os des animaux qui sont consommés et laissés sur les surfaces des os humains,
on va les comparer et s'apercevoir que l'humain, entre guillemets, est traité comme un animal. Donc, on va pouvoir définir une pratique cannibale. Et les premières qu'on connaisse, c'est une espèce humaine du genre Homo, qu'on appelle Homo antecessor, qui a été définie en Europe sur un grand site assez fantastique en Espagne, la Sierra de Atapuerca. Et on est à 800 000 ans. Et donc, à 800 000 ans, on a du traitement cannibale euh, nutritionnel sur plus de, dans ce site-là, c'est plus de 200 restes, vestiges humains, hein, qui portent les traces de ces pratiques cannibales. C'est plus de 11 individus, donc c'est pas quelque chose qui est anecdotique, quoi. C'est pas quelque chose, genre une pièce qui pourrait porter à discussion. C'est quelque chose qui est répété, qui concerne toutes les classes d'âge sur ce site. Donc dès 800 000 ans, on va observer que différentes classes d'âge ont été consommées. Ça pose la question du pourquoi. Donc là, on est un peu en défaut d'interprétation, c'est-à-dire qu'on peut définir qu'il y a une pratique cannibale. Après, savoir pourquoi et est-ce qu'il y avait autre chose que du nutritionnel là-dedans, et est-ce qu'il y avait une forme rituelle, symbolisée de cette pratique. Bon, bah ça nous échappe un peu. Ce qu'on sait par ailleurs, c'est que ce premier exemple, vu que là, moi, je suis dans les premières fois, je décrypte cet exemple sur la Sierra de Atapuerca à 800 000 ans, mais on va le voir se répéter, notamment chez les Néandertaliens. Chez les Néandertaliens, qui sont présents en gros en Europe, en Eurasie, entre 300 000 et 40 000 ans à peu près, c'est fréquent. On a plus d'une quinzaine ou d'une vingtaine de sites où on a des évidences de cannibalisme chez les groupes néandertaliens. Donc voilà, c'est une pratique qui fait partie du phénomène humain, qui caractérise différentes espèces du genre Homo, qui s'est répétée à travers le temps, euh, pour des raisons qu'on n'arrive pas toujours à décrypter, mais qui sont bien, qui sont bien présentes et bien attestées. Voilà ce que je voulais vous dire sur le cannibalisme. On pourra y revenir si vous avez quelques questions, hein. Je préfère passer parce que je vois que le temps avance vite et que je suis bavard et qu'il est déjà 20h15. Pareil, autre chose, première grotte. Alors j'ai mis première grotte n'est pas celle que l'on attendait. Il faut entendre par la grotte, c'est intéressant à traiter parce que vous avez tous en tête que l'homme préhistorique, on l'a quand même appelé pendant des années et des années l'homme des cavernes, et qu'on a tous l'image de groupes un peu sauvages qui vivraient dans les grottes. Alors que non, pendant des millions d'années, depuis nos premiers outils il y a plus de 3 millions d'années, à 3 millions, à 2 millions, à 1 million, à 500 000 ans, à 300 000 ans, il n'y a pas de grotte. Alors on va trouver des sites soit en plein air, comme les sites africains dont on parle pendant des millions d'années. C'est les sites de plein air la plupart du temps, en extérieur. On va trouver des sites en bordure de falaise, dans ce qu'on appelle des abris sous roche, en entrée de grotte, on va dire, mais pas de phénomène d'exploration du monde souterrain, réellement du monde souterrain, des grottes profondes, du noir des grottes profondes, hein, de l'obscurité, etc. Et pendant longtemps, on a pensé que la fréquentation des milieux souterrains était uniquement inféodée à notre espèce humaine, à nous, actuelle, aujourd'hui, les Homo sapiens, notamment à travers ce que vous connaissez sans doute bien, qui est le phénomène des grottes de l'art et des grottes ornées, hein, de l'art pariétal, l'art sur les parois. Je vous en ai mis un exemple ici avec des dessins de la grotte Chauvet à gauche, qui est daté d'il y a à peu près 36 000 ans, où là, on est vraiment dans le milieu souterrain. À Lascaux, la grotte de Lascaux, c'est pareil, c'est de la fréquentation du milieu souterrain. À Chauvet, il y a des dessins, des peintures qui sont à plus de 100 mètres de l'entrée de la grotte, et où il fallait nécessairement disposer d'un certain nombre de facultés. Et la première que vous imaginez bien, c'est qu'on ne fait pas des dessins dans le noir, et dans le noir absolu, donc il faut s'éclairer. À Lascaux, on a retrouvé des lampes en grès, dans lesquelles ils mettaient de la graisse et qu'ils allumaient, qui leur permettaient de se balader avec de l'éclairage. Donc pendant longtemps, jusqu'à il y a très très peu de temps, on a pensé que la fréquentation du milieu souterrain était inféodée à notre espèce pour des activités essentiellement peu fonctionnelles, qui sont plutôt des activités symboliques, mythologiques, comme le fait d'aller dessiner au fin fond de grottes et d'exprimer un certain nombre de choses à travers cet art que vous avez là, magnifique, hein, de certaines parois peintes de Chauvet. Et bien la nouvelle surprise, c'était il y a très très peu de temps,
dans le département du Tarn-et-Garonne, dans les gorges de l'Aveyron, une grotte qui s'appelle Bruniquel, où on a découvert ce que vous voyez sur l'image de droite. Alors, vous allez peut-être vous dire qu'est-ce donc que ça. En fait, c'est des structures circulaires qui font quelques mètres de diamètre et qui sont composées de stalactites et de stalagmites, de gros stalactites et stalagmites qui ont été fracturés et rassemblés pour faire des espèces de structures circulaires dont on ne comprend pas aujourd'hui la destination ou la fonction. Par contre, à Bruniquel, ce qui est étonnant, c'est que ces structures circulaires, elles sont à 300 mètres de l'entrée de la grotte, donc on est vraiment très loin de l'ouverture de la grotte, et que, par bonheur, ces stalactites et ces stalagmites, qui sont constitués de calcite, en fait, c'est du ruissellement. Vous savez que les stalactites et stalagmites se forment dans des milieux calcaires par le ruissellement de l'eau qui dissout le calcaire et qui fait ces formes, souvent qui donnent aux grottes des perceptions visuelles assez fantastiques. Hein. On peut les dater. Et là, la surprise est venue que quand les archéologues et préhistoriens, nos collègues de Bordeaux, ont fait dater ça, ils s'attendaient à trouver une date comme Chauvet ou comme Lascaux, en gros entre 40 000 et 10 000 ans avant le présent, c'est-à-dire la période d'Homo sapiens en Europe. Et ben non, vous voyez la date à côté, ça a donné 175 000 ans. Or, à 175 000 ans, en Europe de l'Ouest et en Europe tout court, on ne connaît que des Néandertaliens. Il n'y a pas de traces de Sapiens à cette époque-là. Sapiens, il va arriver il y a environ 40 000, 45 000 ans. Vous entendez bien? Moi, j'entends bien. Oui, on s'entend bien. Oui, Ok. on entend bien, oui, oui. Il y a une personne. Et donc, la surprise est venue de cette date et du fait qu'à cette époque-là, on n'a que des Néandertaliens et que donc ça venait montrer que Néandertal, il disposait déjà, bon, il avait bien sûr conquis le feu. La première chose à conquérir pour s'exprimer en milieu souterrain et explorer le milieu souterrain, c'est le feu, parce qu'il faut pouvoir s'éclairer. Mais il n'avait pas juste conquis le feu pour cuire des aliments, il avait conquis le feu et était capable de faire des éclairages portables et d'aller se balader à 300 mètres d'une entrée de grotte. Donc c'est une vraie exploration, hein, c'est de la paléospéléologie. Ah, voilà, c'est bon. Ah, non, non. Qui rend ce phénomène tout à fait particulier. Donc, il faut imaginer ces Néandertaliens, il y a 175 000 ans, avec des éclairages, des torches, se balader dans ces milieux souterrains et faire des choses qui ne sont pas fonctionnelles. C'est-à-dire que ces structures en stalactite et en stalagmite, c'est assez imposant. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de 2 tonnes Sinon, de je te stalactites. quitte et je te remets. Hein? Il faut couper les micros, par contre, parce que c'est un peu fatigant d'entendre les gens parler. Janine Ouais, Thibault. couper tout le monde et après remettre le conférencier, peut-être. On coupe tout le monde. Et donc, oui, donc c'est 2 tonnes d'œufs qui ont été manipulés. Donc, il faut imaginer plus de kilos de stalagmites et stalagmites qui ont été fracturés, rassemblés en structures circulaires pour un usage que l'on ignore. C'est-à-dire, on ne sait pas du tout à quoi ça servait. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire là-bas? On n'en sait rien. En tout cas, ce n'est pas un usage fonctionnel, comme tuer un bison, tuer un renne pour se nourrir. Donc, c'est bien des sociétés totalement modernes, entre guillemets, ces Néandertaliens, dans le sens où ils disposent de facultés techniques tout à fait élaborées et qu'en plus, ils mènent des activités qui n'ont pas de sens fonctionnel. Donc, qui ne peuvent qu'être du ressort du symbolisme, du rituel, de tout ce qu'on veut, qui n'est pas compris aujourd'hui, parce qu'on n'a pas de traces d'activité sur place, mais qui démontre une exploration voilà, tout à fait particulière du milieu souterrain. Donc, c'était quelque chose que je voulais signaler parce que c'est une découverte tout à fait récente et qui change un peu la donne sur ce qu'on était habitué de connaître et d'apprendre sur les sociétés de la préhistoire. Non, on croyait que c'était celle-là. Oui. Ah, mais en fait, c'est l'autre. Si vous pouviez couper le micro, s'il vous plaît. Couper les micros, voilà. Parce que ouais, j'entends les gens parler, c'est dur de parler par-dessus quelqu'un, quoi. Une autre forme de modernité, pour continuer dans votre cycle de conférences sur l'humanité moderne ou sur les formes modernes dans l'évolution humaine, c'est le fait de ne pas s'occuper que des vivants, mais de voir un peu ce que le traitement des défunts laisse penser des sociétés qui le pratiquent. Et bien là aussi, sur ce qui est donc de s'occuper des défunts, de prendre soin d'un défunt et de ne pas le laisser n'importe où,
donc d'enterrer certains morts. C'est quelque chose qui est pratiqué par au moins 2 humanités, 2 espèces du genre Homo. Encore une fois, Néandertal, qui nous a précédés en Europe, et nous-mêmes, Sapiens. On a des enterrements à partir d'au moins 120 000, 130 000 ans avant le présent. Quand je dis enterrement, c'est pas simplement un corps qui est laissé là en entier, c'est creusement d'une fosse. On peut démontrer par la technique archéologique que le corps a été posé dans une fosse qui a été creusée à dessein, enfin, explicitement pour déposer un corps. Donc on a vraiment une activité intentionnelle, une pratique intentionnelle, réfléchie, pensée, structurée de dépôt de ce corps. Donc les premiers enterrements qu'on connaisse, c'est au Proche-Orient, à la fois par des Néandertaliens et par des Sapiens, dans le sens où Sapiens apparaît beaucoup plus tôt, notre espèce apparaît beaucoup plus tôt en Afrique et au Proche-Orient qu'en Europe, sachant que le Proche-Orient, quand les hommes Sapiens sont sortis d'Afrique, ils sont passés par le Proche-Orient, qui est une zone géographique de passage, de charnière, pour arriver ensuite en Europe. Alors les pratiques sont un peu différentes, c'est-à-dire que chez les Néandertaliens, ils pouvaient enterrer des hommes, des femmes, des enfants. On a même des nouveau-nés, certainement morts à la naissance ou morts pendant l'accouchement, qui ont été enterrés. Donc ça touche toutes les classes d'âge. Chez Néandertal, c'est par contre uniquement des sépultures simples, c'est-à-dire où il y a un seul individu. Chez Sapiens, les choses vont un petit peu se différencier, dans le sens où, comme vous le voyez sur l'image de droite, qui est une sépulture triple avec 3 individus, qui date d'il y a à peu près 30 000 ans sur un site de République tchèque, on commence à avoir des inhumations multiples, donc plusieurs individus enterrés en même temps, dans un même lieu, côte à côte. Et on verra tout à l'heure, on a aussi, contrairement à ce qu'on observe chez Néandertal, on va avoir chez Sapiens des offrandes funéraires, c'est-à-dire qu'on va souvent avoir dans les sépultures des biens matériels d'accompagnement. Ça peut être des objets particuliers, ça peut être des perles, des parures, des outils qui vont accompagner les défunts dans leur dernière demeure, comme nous, on peut aimer laisser un objet qui fait sens chez quelqu'un disparu et qui va devoir, entre guillemets, pour l'éternité. Donc voilà, vous voyez là que le fait de se préoccuper de les sacraliser en quelque sorte en les enterrant dans un moment particulier, creusé, aménagé, puis le corps déposé, souvent dans des positions particulières. Là, je n'ai pas le temps, mais on pourrait détailler. Souvent, les corps sont enterrés dans des positions particulières, sur le côté ou en position fléchie, qui ressemble à la position anatomique de la naissance, par exemple, etc. etc. Tout un tas de particularités qui montrent que cette pratique du soin apporté aux défunts et aux disparus est partagée par plusieurs humanités et qu'elle ne caractérise pas que notre espèce. Il n'y a pas que nous qui sommes modernes, en quelque sorte, et la préhistoire nous montre que des humanités aujourd'hui éteintes, comme Néandertal, ont elles aussi pratiqué des comportements que l'on juge être des comportements modernes, au sens qui qualifie encore aujourd'hui nos sociétés. J'enchaîne. Bon, là, voilà, je vais aller très vite. C'est simplement je me suis amusé le hashtag est aujourd'hui un moyen de communication. Si vous êtes adepte des réseaux sociaux, alors, et que vous allez sur Twitter, vous allez, je sais pas moi, faire hashtag Université populaire du 14e pour que les gens puissent retrouver facilement l'information. Ça m'a amusé dans le sens où un des premiers graffiti, on n'est pas encore dans un phénomène artistique accompli comme les peintures de la grotte Chauvet, mais ce graffiti que vous voyez sur l'image de droite a été retrouvé sur le bedrock, donc sur le socle rocheux d'une grotte du détroit de Gibraltar, donc du bout de l'extrémité de la péninsule ibérique. Et ce croisillon, donc, que vous voyez, ces traits qui s'enchevêtrent, qui ressemblent à un dièse en musique ou à un hashtag aujourd'hui, était recouvert d'une couche de sédiments qui contenait des restes d'occupation de groupes néandertaliens.
Et nécessairement, ce croisillon qui a été analysé par des techniques microscopiques assez poussées et qui montre que ce n'est pas juste un outil qui est venu, ce n'est pas le fait du hasard, c'est vraiment des outils en pierre qui ont été passés dans la roche et qui, de façon répétée, ces gestes pour entamer le socle rocheux de la grotte et laisser cette trace, ce graffiti, je ne sais pas comment l'appeler. Moi, je l'ai appelé hashtag un peu pour plaisanter. C'était plutôt une anecdote. Mais en tout cas, c'était fait pour être vu. C'est quelque chose qui était sur la paroi de la grotte, qui était visible. Donc là encore, Néandertal pratique des choses qui n'ont pas forcément que du sens fonctionnel. Donc le fait de faire de l'afonctionnel, quelque chose qui n'est pas proprement fait pour se nourrir, vivre, survivre, etc., est pratiqué par d'autres humanités, comme ici avec l'exemple du Néandertalien. Idem pour la sculpture. Alors la sculpture, comment dire, la sculpture, effectivement, pour nous, on va penser, quand on pense sculpture, on pense forcément, on pense tout de suite pratique artistique. Et ça existe en préhistoire. Vous avez 2 exemples, j'aurais pu en mettre des centaines, de sculptures préhistoriques. Vous avez au milieu ce qu'on appelle l'homme-lion de Hollenstein, qui est une sculpture en ivoire de 30 cm de haut, très impressionnante, d'un humain à tête de lion, un thérianthrope. Donc un être, mi-être humain, mi-animal. Vous avez à droite une autre sculpture, toujours en ivoire, qui date d'il y a un peu plus de 25 000 ans, que vous reconnaissez sans doute, elle est dans tous les bouquins qui parlent de préhistoire, qui s'appelle La Dame à la capuche, qui provient d'une grotte très célèbre qui a été explorée dès la fin du 19e siècle et le début du 20e dans les Landes, à Brassampouille. Et cette dame à la capuche, donc avec cette coiffe, ces croisillons qui viennent représenter une coiffe et son visage expressif, qualifie ce qu'on appelle le paléolithique supérieur, donc ce moment où des sapiens, des représentants de notre espèce, peuplent l'Europe et se mettent à peindre sur les parois des grottes et à faire plein d'objets décoratifs, artistiques, symboliques, etc. Mais la première sculpture, pour moi, c'est pas ça. La première sculpture, c'est ce que vous avez à droite, c'est ces fameux bifaces. C'est-à-dire que ces bifaces, c'est déjà une invention complète d'une forme totalement artificielle, et c'est la création de la symétrie. Vous le voyez avec ce biface de gauche, qui a plus de 50 000 ans, qui représente une symétrie parfaite, une symétrie à la fois axiale, une symétrie des 2 faces, et qui est une forme complètement qu'on ne va pas trouver dans la nature. C'est la création d'une forme artificielle par l'acte de sculpter la pierre, pourrait-on dire, pour, à partir d'un bloc de pierre d'une forme très variable, qui est un bloc de silex dont on ne connaissait pas la forme de départ, arriver, par un travail successif très compliqué, à cette forme complètement artificielle et qui crée la symétrie, dont on sait bien sûr que c'est un peu la base ensuite de ce qu'on verra dans les grottes avec les mises en place de la perspective, etc. La symétrie semble être la première forme artificielle, on va dire, créée, inventée par l'homme. Et on ne peut pas s'empêcher de voir dans ces bifaces, qui sont des outils fonctionnels, ces bifaces, quand on analyse leurs tranchants avec des techniques microscopiques, on va voir que ces bifaces servaient à trancher, à couper, à perforer de la viande, du bois, des végétaux, etc. etc. C'était des outils fonctionnels. Mais en même temps qu'ils étaient fonctionnels, on ne peut pas s'empêcher de voir qu'il y a une recherche esthétique, qu'il y a une recherche à la fois de cette symétrie, qui n'était pas indispensable au fonctionnement de l'objet, et aussi une recherche esthétique. On voit bien des fois que les artisans ont joué à faire le plus beau biface possible, le plus symétrique possible, etc. Donc voilà, quelque chose comme la sculpture, on pense plutôt aux formes de droite de la diapo, à nous, avec ces fantastiques sculptures en ivoire. J'aurais pu mettre des bisons, des chevaux, des mammouths. On a tout un tas d'exemples. Là, j'en ai illustré que quelques-uns. Mais se dire que bien avant, les humains et d'autres espèces que sapiens ont fait des choses qui s'apparentent à des formes de sculpture et de création de formes complexes, abstraites, symétriques dans ce cas-là. Oups, je reviens. Oui, il faut que je me dépêche. Autre question posée, la question de l'organisation sociale. Aujourd'hui, on arrive à aller assez loin. Alors, il faut se dire que l'organisation sociale, c'est quelque chose qui est apparu assez tard dans les études en préhistoire. La préhistoire est une science assez jeune, qui date en gros
je n'ai pas le temps d'y revenir là, mais de la fin du 19e, hein, le moment où on va comprendre peu à peu que des outils taillés de la main de l'homme sont associés à des faunes, à des restes d'animaux éteints, du mammouth, du renne qu'on ne retrouve plus en Europe de l'Ouest, qui aujourd'hui sont remontés avec le changement climatique beaucoup plus au nord. Mais pendant longtemps, on va simplement classer les objets, on va les classer par période, essayer de construire des chronologies, etc. Donc les questions d'organisation sociale ne vont pas trop préoccuper les préhistoriens jusqu'aux années 60-70, notamment les collègues américains, anglo-saxons. Et on va être dans ces années-là un peu flower power, des années 60-70, plutôt sur un dogme de société égalitaire. C'est-à-dire on va plutôt partir du constat que les sociétés de chasseurs-cueilleurs, c'est un peu le paradis perdu, quoi. Le jardin d'Éden perdu, quoi. C'est-à-dire des sociétés qui vivent en harmonie avec la nature, où il n'y aurait pas de hiérarchie, où il n'y aurait pas de chef, pas de hiérarchie, et un fonctionnement très égalitaire, contrairement, et qu'on va opposer aux sociétés sédentaires, agriculteurs, éleveurs, qui arriveront plus tard avec le néolithique, où là, l'apparition du stockage, l'apparition de la sédentarité, du stockage, des récoltes, créerait des organisations sociales plus complexes et ferait naître des sociétés hiérarchisées, où on verra des inégalités, où on verra de la violence plus systématique, etc., etc. En fait, les choses semblent plus complexes que ça. C'est-à-dire que déjà, l'ethnologie a montré que des chasseurs-cueilleurs, notamment dans des régions où les environnements sont riches, pouvaient faire des stocks. Donc on a plein d'exemples de sociétés de chasseurs-cueilleurs, notamment de la côte pacifique américaine, qui ont été observées en direct par des ethnologues dans la première moitié du XXe siècle, et où on a des formes de stockage, stockage des denrées. Le stockage étant souvent vu, le fait de faire du surplus, comme un début de société plus complexe et où il peut y avoir une organisation sociale avec des formes de hiérarchie qui se mettent en place. L'autre chose qu'on peut dire au Paléolithique, donc le stockage, il n'est pas facile à prouver en contexte archéologique. C'est très difficile de prouver que les sociétés stockaient. C'est facile quand on est au néolithique et qu'on retrouve des villages avec des silos à grains et des maisons bâties, etc. Et là, voilà, forcément, quand on récolte des céréales qu'on a domestiquées, on stocke. Forcément, quand on élève des animaux, il y a une forme de stockage des produits qui se met en place. Sur des sociétés nomades de chasseurs-cueilleurs, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en évidence. On observe quelques traits chez les sapiens uniquement. C'est-à-dire qu'avant, on n'a rien. Avant, je ne peux pas trop vous parler de quelle était l'organisation sociale des Néandertaliens ou des sociétés qui nous ont précédés. Chez les sapiens du Paléolithique supérieur, donc je vais restreindre l'exposé là, en gros la période entre 40 000 et 10 000 ans avant le présent. Donc c'est ce qu'on appelle le Paléolithique supérieur, c'est la période de l'arrivée de notre espèce sapiens en Europe. Sapiens est originaire d'Afrique et déboule en Europe il y a 40-45 000 ans. Donc là, toutes les illustrations que vous avez à l'image viennent de sociétés sapiens entre 40 000 et 10 000 ans. Vous reconnaissez par exemple au milieu des dessins de la grotte Chauvet, un cheval et un mammouth, et j'ai mis en parallèle des sculptures qu'on connaît des mêmes périodes en ivoire, et vous voyez l'analogie entre les sculptures mobilières qui étaient transportables de petits animaux sculptés dans de l'ivoire et les formes animales qui ont été peintes à la grotte Chauvet. Les dessins, ne serait-ce que les dessins de la grotte Chauvet, donc il y a 36 000 ans, posent la question d'une certaine spécialisation des sociétés. C'est-à-dire que les dessins de la grotte Chauvet, qui sont l'œuvre d'artistes accomplis, vous avez certainement vu des images de Chauvet, ou vous avez peut-être vu le facsimilé, vous n'aurez pas la chance, vous, de pouvoir voir la vraie, mais le facsimilé est prodigieux, et je vous conseille vraiment d'aller, si vous passez en Ardèche, il faut vraiment aller voir ça. C'est prodigieux, c'est du travail d'artiste. Il n'y a pas d'erreur, je veux dire, c'est parfait, c'est magnifique, il y a la perspective, il y a le mouvement, c'est des fresques gigantesques sur plusieurs mètres avec des compositions picturales compliquées qui sont l'œuvre de spécialistes, donc de sociétés, qui émanent de sociétés où tout le monde n'avait pas le même niveau de savoir-faire, où tout le monde n'avait pas le même niveau de compétence, où tout le monde n'était pas égal dans son statut. Certains étaient capables d'aller peindre dans les grottes et ça leur était réservé, de même que certains étaient capables de tailler certains outils en pierre ou de réaliser certaines sculptures en ivoire, et tout le groupe ne pouvait pas disposer de ce savoir-faire-là. Donc ça nous montre déjà que, égalitaire peut-être, mais certainement avec des spécialistes. Donc, est-ce que derrière ces spécialistes, est-ce que derrière le fait que des activités s'individualisent, est-ce qu'il n'y a pas une individualisation sociale du statut des porteurs de ces savoirs?
ce qui pourrait révéler des sociétés avec des fonctionnements d'organisation sociale plus complexes que ce qu'on envisage. On a d'autres exemples. En Europe centrale, on a par exemple au Paléolithique, il y a 25 000 ans, des cabanes en os de mammouth. Là, je ne les ai pas figurées. C'est des cabanes où on retrouve plusieurs centaines d'ossements de mammouth. Donc, vous imaginez la taille des os de mammouth, énormes, qui ont été enchevêtrés les uns dans les autres pour faire des structures de yourte, comme des structures de yourte sur lesquelles ensuite des pots devaient être posés. Les pots ne se sont pas conservés, mais qui révèlent des formes de semi-sédentarité. On est encore nomade, mais on doit passer plusieurs mois de l'année dans une habitation en dur qui demande pas mal d'investissement pour la construction, et on commence à avoir des formes semi-sédentaires, qui là aussi révèlent quelque chose de l'organisation sociale des peuples et des qui portent ces savoirs. Et on a enfin, au Paléolithique, les exemples que je vous ai mis. Donc c'est ce que vous voyez en bas et ensuite l'image de droite, alors là, d'un site exceptionnel qui s'appelle Sungir en Russie, à quelques centaines de kilomètres de Moscou, où là, vous voyez, on a retrouvé alors, beaucoup d'inhumations de défunts, et notamment la reconstitution que vous voyez à droite, donc de deux individus qui ont été mis tête contre tête, un plus jeune et un adulte, et vous voyez à la fois la reconstitution qu'en est proposée sur l'extrême droite de la diapo, et vous voyez, ils sont accompagnés d'un mobilier extrêmement riche. Chaque individu porte plusieurs milliers de perles en ivoire. Plusieurs milliers. Je crois qu'un individu en porte 4000. 4000 perles en ivoire, sachant qu'une perle en ivoire met peut-être une demi-heure à être confectionnée. Donc c'est un temps de travail colossal, qui était vraisemblablement cousu à leurs habits, de même que cousu dans leur coiffe, au niveau des cheveux. Vous avez des lances en ivoire qui sont des objets de prestige qui n'ont jamais été utilisés, des lances en ivoire de 2 mètres de long, objets de prestige jamais utilisés, qui sont déposés là, des objets ornementés, décorés, voilà, tout un mobilier très riche qui vient accompagner ces défunts et qui pose la question de savoir ce qui n'est qu'hypothèse, mais qui s'ajoute aux autres indices dont que je vous ai évoqués sur cette diapo, qui est de savoir, qui pose la question de savoir si ces individus-là, qui ont autant de biens de prestige avec eux, ne sont pas des individus particuliers dans le groupe détenteur d'un statut social différent de celui du commun des mortels. Voilà un autre indice là, de modernité chez des populations sapiens qui précèdent de plusieurs millénaires l'avènement du néolithique et des inégalités sociales telles qu'on peut les lire quand on est chez des populations d'agriculteurs paysans, on va dire de sociétés paysannes. Donc voilà un exemple que je voulais vous évoquer. Un autre exemple que j'aime évoquer, c'est celui de l'aiguille à chat. Donc là, vous avez une aiguille à chat qui a plus de 15 000 ans, qui, je ne sais plus celle-là exactement, mais l'invention géniale qui résiste au temps. Vous voyez que cette aiguille à chat, qui fait 6 cm de long, c'est exactement celle que vous avez à la maison. Rien n'a changé, quoi. Rien n'a changé depuis 20 000 ans. Sauf que les nôtres sont, voilà, aujourd'hui, on les fait plus en os comme celle-ci, mais on a remplacé l'os par le métal quand le métal a été inventé. Mais vous voyez un objet qui résiste, dont la mémoire de cet objet existe depuis les temps du Paléolithique supérieur, depuis 20 000 ans. Rien n'a changé. C'est-à-dire que la forme est tellement parfaite par rapport à l'utilisation qu'on souhaite en faire qu'il n'y a pas eu besoin. La technique n'a pas évolué, quoi. Contrairement à certains objets où la technique de nos couteaux a évolué. Bon, là, il n'y a pas eu d'évolution. C'est-à-dire qu'on a les mêmes aiguilles et on pourrait se servir de la même façon qu'on se sert des nôtres, on pourrait se servir de celle-ci. On a conservé la mémoire sur des dizaines de millénaires de cet objet qui nous apprend aussi beaucoup de choses sur, là, je n'ai pas mis d'illustration, mais qui nous apprend sans doute beaucoup de choses sur la finesse de confection que pouvaient avoir ces sociétés. Il faut imaginer qu'il y a 20 000 ans, on est en période glaciaire en Europe occidentale, en Europe, dans le monde en général. Période glaciaire, c'est-à-dire qu'il y a 20 000 ans, en gros, les glaciers, si on parle que de la France, les glaciers descendent jusque quasiment au nord du bassin parisien. C'est-à-dire qu'on passe de l'Angleterre à la France à pied sec. La Manche n'existe pas, enfin, c'est gelé. On a les glaces permanentes, ce qu'on appelle le permafrost, jusqu'au nord de Paris. Et le sud-ouest, où moi je suis aujourd'hui, dans le site sur lequel je fouille, où il y a des couches d'il y a 20 000 ans, l'animal dominant le plus exploité, c'est le renne. Donc il faut s'imaginer
des sociétés, ces sociétés du Paléolithique supérieur, du temps de Chauvet, du temps de Lascaux, vivent dans un environnement très contraint, glaciaire, qui ressemble plutôt au nord de la Sibérie actuelle ou au Groenland qu'à ce qu'on connaît, nous, aujourd'hui, dans notre climat tempéré. Et que pour survivre dans ces environnements-là, il ne faut pas les imaginer comme vous les voyez des fois à la télé dans les docu-fictions. Il ne faut pas les imaginer avec une simple peau posée sur eux. Il faut les imaginer comme des Inuits qui ont des aiguilles à chat et qui cousent des vêtements, qui cousent des bottes, qui cousent des anoraks, des manteaux à capuche, etc., etc., etc. C'est comme ça qu'il faut les imaginer. Il ne faut pas les imaginer comme des pauvres hordes de gens errants avec une peau de renne posée sur à moitié nus et errants avec une peau de raide posée sur eux. Non, ils avaient plein d'outils de confection, de travail très minutieux, très fin, que cette aiguille à chat représente et que nous n'avons pas fait évoluer parce qu'elle est tout simplement géniale et que cette invention, elle ne nécessite pas d'évolution. Voilà un aspect aussi qui me semble intéressant dans la caractérisation de l'humanité moderne. Un autre aspect, et je vais arriver sur la fin de l'exposé, la domestication, c'est-à-dire le fait de s'accaparer la nature, de transformer durablement la nature pour s'en accaparer certaines formes, et notamment donc la domestication au niveau des animaux et des végétaux, c'est effectivement ce qui caractérise, je vous l'ai dit tout à l'heure, quelques fois dans l'exposé, le néolithique, ce qu'on appelle le néolithique, qui apparaît il y a un peu plus de 10 000 ans au Proche-Orient, qui va ensuite se diffuser en Europe et qui est en gros la diffusion du mode de vie paysan, hein, on l'a dit, sédentaire, agriculteur, éleveur. Voilà. Et dans ce néolithique, le package de l'élevage animal, ça va concerner pour l'essentiel des moutons, des chèvres, des bœufs, des animaux classiquement associés au monde paysan tel qu'on le connaît encore, tel qu'on le connaissait il y a quelques décennies en France, ou encore aujourd'hui, mais de façon très, très trafiquée aujourd'hui. Mais cet essor on va dire, des sociétés paysannes se fait, oui, il y a 10 000 ans à peu près au Proche-Orient, et ensuite se diffuse de proche en proche, petit à petit, se diffuse et remplace les sociétés de chasseurs-cueilleurs du Paléolithique que j'explore avec vous aujourd'hui. Mais au Paléolithique, on a la première domestication, c'est-à-dire que les premiers animaux à être domestiqués, ce n'est pas ceux qu'on va utiliser pour le lait, la viande, comme on va le voir au Néolithique chez les éleveurs. Non, le premier animal domestiqué, c'est j'allais dire c'est le chien, non, c'est le loup. C'est-à-dire qu'il est maintenant bien démontré qu'en contexte paléolithique, alors le débat fait rage pour l'âge des premières domestications. Certains avancent une date autour de 30 000 ans avant le présent, mais on n'en est pas certain. Ce dont on est certain, parce que là on a plein d'exemples, c'est qu'autour de 15 000 ans, donc en gros la période de Lascaux à quelque chose près, à quelques millénaires près, on a dans ce qu'on appelle la culture du Magdalénien, qui est la culture de Lascaux, des gens qui ont peint la grotte de Lascaux, là on a des individus, des canidés transformés morphologiquement et qui ne sont plus des loups, mais des loups contraints, dont la morphologie a changé par le fait qu'ils ont accompagné l'homme et que l'homme a peu à peu, d'un compagnonnage, est passé à une forme de domestication. Et comme par hasard, au moment où on observe ces loups transformés en chiens, qu'est-ce qu'on observe? Une diversification du régime alimentaire et de la diète, et notamment une chasse qui ne concerne plus seulement les animaux de taille grande à moyenne, type le renne par exemple, qui était l'animal emblématique de la chasse au Magdalénien ou dans les périodes précédentes, mais on va voir tout un tas de petits animaux de petite taille, notamment le lapin, prendre une place de plus en plus importante dans le régime alimentaire. Or, pour qui chasse, tout le monde sait que pour chasser ce genre de petits animaux, le chien est un auxiliaire fantastique et une aide fantastique pour accompagner l'évolution de l'armement humain, des techniques de chasse, avec ce chien. Et on a l'autre image que vous voyez en bas à droite, c'est une image assez touchante d'un enterrement qui se situe sur l'actuel territoire de l'Israël, qui date d'il y a à peu près 14 000 ans, où vous avez, un peu moins de 14 000 ans, pardon, plutôt 12 000 ans, où vous avez un chien et un homme qui ont été enterrés ensemble avec la main de l'homme qui repose sur le corps du chien. Voilà, ce qui laisse à penser et à voir le niveau de compagnonnage et quand on dit le chien, notre meilleur ami ou le plus fidèle compagnon des humains, et bien là, il y a 12 000 ans, on a l'impression qu'on a enterré l'homme et son chien, et l'homme et son compagnon et son animal de domestique qui l'accompagnait au quotidien. Donc voilà encore une autre facette d'un début de transformation, de transformation réelle de la nature, qui est de
par compagnonnage progressif. Comment cela s'est fait, on ne le sait pas trop. Ce qu'on sait, c'est que tous les chiens actuels viennent de la domestication des loups. Et ça, on le sait par la génétique actuelle. Il y a des analyses génétiques qui ont prouvé comment le processus s'était produit. Et voilà, et se dire que ça, c'est ancien et que ça remonte au Paléolithique. Quand on parlait tout à l'heure de chefs, je voulais évoquer, et de stratification sociale, d'organisation sociale, je voulais évoquer aussi avec vous quelque chose qui est consubstantiel, on va dire, du phénomène humain, qui est la violence. Alors, vous connaissez tous les points de vue qui ont créé un peu la philosophie moderne, avec d'un côté un philosophe qui s'appelait Thomas Hobbes, qui disait que la violence était consubstantielle de l'humain, et que l'humain avait toujours été violent, et qu'il avait fallu en gros créer une organisation sociale et le fait politique pour contraindre la violence humaine, et qui s'opposait à son contemporain qui était Jean-Jacques Rousseau, qui lui voyait au contraire l'homme comme un être bon par nature, qui avait été perverti peu à peu, au contraire, par l'organisation politique. Et, en préhistoire, il faut se dire que la violence, on l'observe très peu, dans la préhistoire ancienne. C'est-à-dire qu'au Paléolithique, on n'a quasiment aucun exemple de violence. Alors on a bien, comme dans l'image de gauche, un crâne qui porte une trace de fracturation il y a 400 000 ans. Donc, est-ce qu'il s'est pris un coup de gourdin sur la tête ou est-ce qu'il a fait une malencontreuse chute? J'en sais rien. Mais ce n'est pas une violence. Même s'il s'est pris un coup de gourdin sur la tête, ça ne nous révèle rien de l'état de la société. C'est un phénomène individuel, voilà, qui dit rien qui renseigne pas sur une violence ancrée socialement, de sociétés réellement en conflit les unes à travers les autres. La première évidence qu'on a, c'est l'image de droite. C'est un site au Soudan, Djebel Sahaba, qui date d'il y a un peu plus de 13 000 ans, où là, très impressionnant, c'est le premier cimetière de l'humanité. Cimetière dans le sens où il y a plus de 60 individus qui ont été enterrés. Donc plus de 60 individus il y a 13 000 ans, c'est quelque chose de nouveau. Hein. C'est le premier cimetière, la première nécropole. On n'en connaît pas avant. Et alors, donc c'est déjà remarquable comme découverte. Hein, voilà. Accumulation de défunts enterrés dans des fosses avec des pierres qui les recouvraient, etc. Mais chose plus étonnante, pour des sociétés de chasseurs-cueilleurs, c'est que la plupart de ces individus, la plupart de ces 60 individus, portent encore les traces d'impact de flèches dans leur... en fait, tout ce que vous voyez, les crayons à papier, là, jaunes, que vous devinez sur les corps, sont les traces de silex qui ont été retrouvées fichées dans ces individus. Et tous ces individus, tous les 60 portent ça, que ce soit des femmes, des hommes, des adolescents, des enfants, des vieillards, des hommes, des personnes plus matures, enfin voilà, toutes les classes d'âge, tous les sexes. Et phénomène encore plus surprenant, c'est que c'est même pas un seul raid, c'est pas une attaque mortelle contre un groupe, c'est que beaucoup d'individus portent plusieurs blessures, et notamment des blessures guéries. C'est-à-dire qu'on va observer que les os ont cicatrisé, que la blessure a cicatrisé, que la personne a survécu. Et ensuite, il s'est refait attaquer, il a repris un deuxième tir, on pourrait dire. On est là dans la vallée du Nil, dans une période de réchauffement climatique où cette région du Nil était en train de se désertifier. C'est la période où peu à peu, à la fin du Paléolithique, le climat se réchauffe et le Sahara ou les zones désertiques comme ça vont prendre forme petit à petit. Et donc, dans la vallée du Nil, effectivement, le Nil était le terreau fertile de la région. Et on peut penser que ces groupes de chasseurs-cueilleurs ont eu des formes de territorialisation, se sont regroupés près du cours d'eau, qui était un environnement plus propice pour avoir des animaux, des végétaux, etc. Et qu'on était dans une période chez les sapiens de ces périodes-là où il y avait de l'augmentation démographique, où la démographie devenait un peu plus importante, et où il y avait compétition territoriale et violence, et donc une violence établie. Et alors qu'on pensait que la violence interindividuelle, de façon un peu systématisée, devenait quelque chose plutôt l'apanage du néolithique, donc des agro-pasteurs, que j'ai évoqué plusieurs fois, et ben non, chez des chasseurs-cueilleurs nomades, on a ce cas-là. Alors certes, c'est un cas unique, mais qui nous renseigne quand même sur, il y a 14 000 ans, un état de violence un peu constitué, organisé, installé, voilà, de groupes qui vivent dans des zones conflictuelles et où il y a des conflits entre groupes. Voilà, ce qui me semble être quelque chose d'intéressant à signaler. Et pour finir, et ensuite on aura un peu de temps pour discuter, pour finir, voilà,
je sors des chasseurs-cueilleurs dans le bouquin et je finis avec un ou deux exemples de ce que l'on va voir se mettre en place avec le néolithique qu'on a évoqué, donc ces agro-pasteurs, et notamment l'exemple de la consommation du lait. Vous savez que le lait aujourd'hui, on a l'impression, là j'ai mis des exemples de l'école des années 50 avec Mendes France qui disait pour être studieux, solide, fort et vigoureux, buvez du lait, et qui faisait boire du lait de façon obligatoire à l'école. Bon, la consommation du lait, c'est quelque chose qui est arrivé très tard dans l'histoire de l'humanité. Tout simplement, c'est pour une raison très simple, c'est qu'hormis le lait maternel, bien évidemment, tout simplement parce que consommer du lait animal, ça demande d'avoir domestiqué les animaux. Des chasseurs-cueilleurs du paléolithique, de l'époque de Chauvet de Lascaux, qui chassent du renne, du bison et du cheval et des animaux sauvages, ils ne vont pas aller récolter le lait sur des animaux sauvages, bien évidemment. Donc le lait, on va le voir arriver relativement tardivement, avec la néolithisation, avec ces agro-pasteurs. Il y a à peu près 9000 ans dans la zone, en Anatolie, là, près de la mer de Marmara, où là, on va retrouver des céramiques. C'est l'époque où on commence à faire des récipients en céramique. Donc, on va retrouver ces céramiques et des analyses chimiques nous permettent aujourd'hui de montrer que ces céramiques contenaient du lait. On va retrouver aussi des faisselles, comme vous le voyez à droite, une faisselle en terre cuite pour faire du fromage. Vraisemblablement du fromage, parce que le lait a dû être assez mal accepté au départ par les populations. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la petite image en bas à gauche, vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de populations humaines sont intolérantes au lactose et ne supportent pas, notamment en certaines zones d'Afrique subsaharienne ou d'Asie du Sud-Est. Voilà, en Asie du Sud-Est, ils boivent très peu de lait de vache ou de lait animal, ils ne le supportent pas. Et nous, si on n'est pas habitué à le faire, il faut une enzyme qu'on appelle le lactase, qui est présent à l'état naturel dans l'organisme pour supporter le lait maternel, mais qui disparaît pendant l'enfance et qui nous rend intolérants assez rapidement, ou qui peut nous rendre assez rapidement intolérants au lait. Donc on pense que aussi ces faisselles et le fromage étaient aussi faits pour pouvoir conserver le lait une plus grande partie de l'année sous une autre forme, sous la forme de fromage, et sachant que le fromage est beaucoup moins sensible pour l'organisme humain que le lait frais animal, et en l'occurrence lait de vache, parce que là, dans la carte que vous voyez l'expansion avec la chronologie, je vous ai mis quelques repères chronologiques, 9000 ans, et puis ça va suivre, parce que les agriculteurs pasteurs vont émerger au Proche-Orient, puis ils vont arriver en Anatolie, puis ils vont suivre les côtes méditerranéennes et le cours du Danube pour envahir, entre guillemets, l'Europe avec leur nouveau mode de vie et remplacer les chasseurs-cueilleurs locaux. Et au cours de ce trajet, qui va prendre des millénaires, ils vont implanter leurs nouvelles architectures et leurs nouvelles pratiques, et notamment l'élevage des animaux, la culture des plantes, et notamment ce phénomène du ver de lait, voilà, qui me semblait être une histoire intéressante également d'interaction entre l'homme et son milieu. Voilà, donc on va discuter un petit peu. On pourrait multiplier ces premières fois à l'infini. Dans le livre, il y en a 30. Je pourrais refaire un volume de 30 autres si ça me plaît à un moment. Ça me permet voilà, vous l'avez vu, à des moments, on est sur des exemples très précis. À d'autres moments, on est sur des exemples beaucoup plus atemporels qui traversent des millénaires, des centaines de milliers d'années, des fois des millions d'années. Donc, on voit que le temps des hommes est un temps, comme le disait l'historien Brodel, multiple, et les archéologues, des fois, on travaille sur le temps long, des fois, on travaille sur du temps très court, des fois, on saisit des instantanés. Et le livre vous donne aussi un peu à voir à la fois ces découvertes et ce qu'on peut dire du phénomène humain à travers le temps, mais aussi j'ai essayé de montrer un peu comment on travaille, comment on reconstitue aujourd'hui notre préhistoire, un peu à la manière d'une enquête policière, parce qu'on dispose aujourd'hui de méthodes, et je n'ai pas eu le temps là de vous les exposer, mais on dispose aujourd'hui de méthodes de plus en plus perfectionnées. La plus connue aujourd'hui dans les méthodes perfectionnées, si vous en voulez une, c'est l'ADN. Vous savez sans doute qu'aujourd'hui, avec l'ADN, on est capable de remonter des dizaines de milliers d'années en arrière, et c'est ce qui nous a permis de prouver aujourd'hui, d'établir que celui qu'on appelle Néandertal était en fait une forme de notre espèce, une forme anatomique particulière qui s'était isolée en Europe et qui avait acquis des caractères anatomiques très particuliers, mais qui était compatible avec les sapiens, dans le sens où aujourd'hui, le génome de Néandertal est parfaitement décrypté, et il est entièrement connu. Or, aujourd'hui, dans les populations actuelles, en Eurasie, là où Néandertal a vécu, on a tous, les populations eurasiatiques aujourd'hui, vous, moi,
et d'autres en Europe centrale jusqu'en Asie du Sud-Est, portent des gènes hérités du métissage qu'il y eut il y a 40, 50 000 ans entre des sapiens et des néandertaliens qui ont coexisté et qui se sont reproduits les uns avec les autres. Donc voilà, c'est un exemple d'une méthode, par exemple, qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a 20, 30 ans, quand l'ADN n'était encore même pas décrypté pour les populations contemporaines. Bon, aujourd'hui, on arrive à remonter le passé avec l'ADN, ce qui est complètement prodigieux et nous permet de faire des bonds en avant dans notre compréhension de l'évolution humaine. Voilà, je vais m'arrêter là et je coupe le diapo et je vous laisse vos réactions, remarques, etc. Merci. Merci beaucoup. Et c'est une excellente façon finalement d'apprendre sur vos méthodes, sur vos façons de travailler, en servant des questions comme ça. C'est tout à fait intéressant. Donc, merci infiniment. Alors, il y a toute une série de questions. Je voudrais surtout demander à toutes les personnes qui ne se sont pas exprimées tout de suite d'utiliser la conversation pour poser d'autres questions. Et puis, je voudrais reprendre une qui reprend un petit peu votre conclusion sur les méthodes, parce que il y a une question qui demande quelles sont les méthodes de datation que vous utilisez le plus actuellement, quelles sont celles les plus efficaces? Alors la plus connue, c'est le carbone 14, qui permet de dater tout ce qui est organique. Organique, j'entends par là des bouts d'os, des charbons de bois, des ossements animaux, des ossements humains, des outils en os, etc., etc. Enfin, tout ce qui est organique, des graines. Donc, c'est une méthode qui devient de plus en plus précise. Alors, bien sûr, plus on recule dans le temps, moins elle est précise. C'est-à-dire qu'on va être plus précis pour dater quelque chose qui a 2000 ans que pour dater quelque chose qu'on a 30 000. Et le radiocarbone, le carbone 14, s'arrête autour de 50 000 ans. C'est-à-dire que quand on est sur des restes qui ont plus de 50 000 ans, il n'y a plus assez de carbone 14 qui reste dans l'organisme organique décédé et on ne peut plus le dater. Donc le carbone 14, c'est ce qui est le plus employé pour des phénomènes qui datent jusqu'à 45 000 ans à peu près. Quand on est avant, il faut d'autres méthodes, des méthodes très compliquées. Je ne rentrerai pas dans le détail ici, ce n'est pas mon domaine de spécialité, et puis c'est très compliqué. Enfin, ça demanderait, mais oui, je vois que dans le chat, quelqu'un parle de thermoluminescence, qui permet de dater des silex chauffés, brûlés, qui sont passés dans du feu. On a des méthodes radionucléaires, on a des méthodes qui vont dater les sédiments et non plus les objets. L'avantage du carbone 14, c'est que à Chauvet, par exemple, on a pu dater directement les parois. Quand les dessins sont noirs et ont été faits avec du charbon, au fusain avec un charbon, on peut prélever des microgrammes de charbon directement sur la paroi et dater directement le dessin. Donc ça donne une date directe de l'acte anthropique du dessin. Enfin, du moins, même pas du dessin, ça donne une date du moment où le charbon avec lequel les gens ont dessiné, ça donne la date du moment où le bois a été brûlé et est devenu charbon. Mais auparavant, voilà, ça dépend des régions, les environnements, mais ça va être plutôt de dater des sédiments, dater les niveaux dans le sédiment qui reçoit les vestiges culturels, enfin, là où les hommes les humains se sont installés. Bon, Monsieur Tessera a mis toute une série de questions, mais il y en a une partie où vous avez déjà répondu, en fait, sur la pratique de la guerre, si j'ose dire, enfin les conflits, vous en avez parlé. Peut-être faut-il dire un petit peu plus sur les relations entre Sapiens et Néandertal. Tout le monde se pose la question de savoir pourquoi Néandertal a disparu. Est-ce que vous pensez que vous voulez en dire un mot? Oui, on peut. Pour moi, la disparition de Néandertal, on n'a aucune trace de violence, ça c'est sûr. On a rien. Voilà, il y a des gens qui ont voulu émettre l'hypothèse que. Il y a eu plein d'hypothèses, quoi. Une des hypothèses, ça aurait été qu'il aurait été exterminé, en quelque sorte, par le méchant envahisseur Sapiens. On n'en a pour l'instant aucune trace archéologique, donc c'est une hypothèse qui n'est pas défendable. Peut-être qu'un jour on trouvera quelque chose, mais pour l'instant on n'a rien. On a pensé de quelque chose là qui n'est pas démontré non plus, mais sur lesquels on avancera peut-être, mais pour l'instant on n'a rien. Mais ça c'est probable, c'est les épidémies.
C'est-à-dire qu'on peut penser que Néandertal étant en Europe depuis plus de 300 000 ans, seul, en quelque sorte, sur le continent européen, et que quand notre espèce est apparue en Afrique, il y a à peu près 250 000, 300 000 ans, puis petit à petit est partie vers le Proche-Orient, il y a 100 000, 120 000 ans, péninsule arabique, arrive en Australie il y a 50 000 ans, hein, et puis s'introduit en Europe il y a 45 000 ans, on peut penser que les sapiens pouvaient potentiellement être porteurs d'épidémies inconnues par les Néandertaliens depuis des dizaines et des centaines de milliers d'années qui peuplaient l'Europe. Donc, est-ce qu'un jour on y arrivera avec la génétique? Ça, peut-être, je ne sais pas. Ensuite, à mon avis, il ne faut pas non plus aller chercher bien loin. C'est que ce qu'on sait aujourd'hui de façon bien assurée, je pense, c'est que les sapiens et les Néandertaliens n'avaient pas du tout la même organisation sociale. Et notamment, tout ce qu'on observe, on peut penser que la démographie était beaucoup plus importante chez les populations sapiens, que les sapiens ont toujours voulu étendre leur domination sur le monde, hein, et dès le Paléolithique, on le voit, le fait d'aller exprimer leurs mythes dans les grottes, le fait de petit à petit domestiquer le chien, par exemple, dont on a parlé, le fait de sembler avoir des organisations sociales avec des spécialistes, le fait d'avoir vraisemblablement la génétique nous montre aussi que les populations sapiens sont relativement exogames, c'est-à-dire qu'on a des exemples maintenant au Paléolithique, notamment sur le site de Sungir où je vous ai montré les enterrements avec beaucoup de biens d'accompagnement. Bon, bah, quand on a fait la génétique sur ces individus-là, les individus enterrés ne viennent pas du tout des mêmes groupes humains. Ils ne sont pas frères, cousins, voilà, ils viennent de différentes lignées biologiques. Alors que chez Néandertal, on a plusieurs exemples, et notamment un site en Espagne, où on a plusieurs vestiges humains qui appartiennent à au moins 7 ou 8 individus, et quand on fait la génétique dessus, il y a 50 000 ans, chez ces Néandertaliens, bah, qu'est-ce qu'on observe? C'est une forte endogamie. Ils sont tous apparentés quasiment. Donc on peut penser que Néandertal avait une démographie beaucoup plus faible, un fonctionnement relativement restreint, des réseaux sociaux très locaux, on le voit par l'approvisionnement des roches. Néandertal utilise en gros son environnement immédiat, alors que Sapiens, dans ses poches, il a des silex qui viennent de 300, 400 km, donc des groupes chez Sapiens qui étaient beaucoup plus en contact les uns avec les autres, beaucoup plus en réseau, avec un mode de démographie et de fonctionnement de parenté très exogamique, donc avec des règles et une organisation sociale bien différentes. On allait chercher partenaires dans d'autres groupes, donc on s'étendait plus vite, donc on avait plus de démographie, et qu'en fait, les gènes néandertaliens, quand les sapiens sont arrivés en Europe, bah, ce sont peu à peu, ils étaient isolés, les Néandertaliens, en petits groupes, qui vivaient un peu reclus sur eux-mêmes, et ils se sont retrouvés face à une vague de peuplement beaucoup plus organisée socialement, beaucoup plus complexe socialement, beaucoup plus exogène, exogame dans leur fonctionnement, avec des réseaux sociaux beaucoup plus étendus. Et on peut penser que peu à peu, les gènes néandertaliens se sont dilués. Il y a eu du métissage, on le sait. Et puis petit à petit, la forme néandertalienne a disparu et s'est éteinte à tout jamais, sauf à laisser sa trace telle qu'on la constate encore aujourd'hui dans notre génome. Mais donc on peut penser à une dilution. Est-ce que par-dessus ça, il y a eu un peu d'apport d'épidémie ou de choses comme ça, voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas de trace de violence. On n'a pas de trace d'affrontement, quoi. On n'a rien qui dit que les sapiens sont exterminés les Néandertaliens. Par contre, on a tout qui dit qu'ils se sont rencontrés, fréquentés et métissés. Une question qui est un petit peu reliée à votre réponse et à votre présentation. Vous avez un peu tendance, enfin, moi j'ai un peu entendu que les sapiens, justement, avaient capables de beaucoup d'évolution. Donc, ça s'appelle une trop vaste question. Pourquoi cette évolution ou ces évolutions? Pourquoi ça ne stagne pas comme chez les grands singes? Est-ce qu'il s'agit du cerveau ou d'autre chose? Et finalement, la façon dont vous présentez Néandertal et puis Sapiens, c'est un petit peu comme si Néandertal était beaucoup moins capable d'évolution que Sapiens. Est-ce que c'est... Non, je pense qu'ils sont très différents socialement. Mais par contre, techniquement, dans l'évolution des techniques, Néandertal est capable d'autant de prouesses, sauf qu'elles sont différentes, ces prouesses. Mais c'est très complexe. Les technologies néandertaliennes, que ce soit pour la chasse, pour la confection des outils en pierre, sont tout à fait complexes. Simplement, ils ne sont pas du tout organisés. C'est des gens qu'on ne comprend pas, quoi. Les Néandertaliens, ils n'existent plus, quoi. Donc, socialement, ils ont l'air d'être bien différents de nous. Même s'ils ont certains trucs
certains comportements qui nous rapprochent. L'enterrement, par exemple, la pratique des inhumations, mais c'est toujours différent. Il n'y a pas de bien de prestige d'accompagnement, il n'y a pas de bien d'accompagnement. Voilà. Donc, non, je ne parlerai pas en termes de complexité, je parlerai en termes de vraiment de différence d'organisation, quoi. Ça a l'air d'être des gens et des sociétés qui font société très différemment, quoi. Sapiens, il colonise, il s'étend, il développe des mythologies hyper complexes. Les grottes ornées en sont un témoignage parfait, hein. C'est rien d'autre. L'art sur les parois, c'est pas pour faire des jolis dessins, hein. C'est une cosmogonie, c'est une mythologie qui est posée sur les parois. Bon, ça n'existe pas chez les Néandertaliens. On connaît pour l'instant pas de figuration d'art figuratif, par exemple, hein, je prends qu'un exemple chez Néandertal. Donc je pense que c'est des gens qui font société différemment de nous et qui étaient beaucoup plus enfin, qui avaient peut-être moins de volonté de conquête, de domination de la nature, telle que Sapiens. Ça, nous, on est quand même une espèce invasive par définition, Sapiens. On le voit bien aujourd'hui. Hein, si on n'est pas, on a peuplé tous les recoins de la planète. Maintenant, on en prend tous les environnements jusqu'à leur destruction. Voilà. Je pense que c'est des gens qui faisaient société différemment et que leur organisation sociale et démographique ne leur a pas permis, entre guillemets, de persister très longtemps une fois qu'ils ont eu contact avec les sapiens qui arrivaient sur le continent européen, par exemple. Et alors, on peut reprendre la question à ce point. Vous avez une idée, vous avez une théorie sur pourquoi cette évolution, pourquoi le sapiens évolue de cette façon, pourquoi ça ne stagne pas, pourquoi il y a ces évolutions. C'est dû au cerveau, c'est dû à d'autres choses. C'est compliqué. Oui, il y a eu une évolution cognitive, ça c'est sûr, hein, entre les premiers humains dont on a parlé il y a 2,5 millions d'années et nous-mêmes. Là, on parle, bien sûr qu'il y a des collègues, moi c'est pas mon domaine, hein, mais il y a des collègues qui essayent d'étudier l'évolution de l'endocrâne et donc des structures qui sont un peu imprimées à l'intérieur de notre boîte crânienne pour un peu comprendre comment s'est mis en place le cerveau moderne. Bon, ça, je ne vous ferai pas un cours dessus, mais bien évidemment, il y a tout au long de l'évolution des différentes espèces du genre Homo, on a un renforcement de la capacité volumétrique du crâne et de la taille du cerveau, de l'agencement du cerveau, de l'agencement des différentes aires cérébrales entre elles, celles qui font appel à la mémoire, à l'émotion, au sentiment, à l'intelligence, etc., etc. Donc, après, on a très peu évolué, c'est-à-dire que quand on parle de, j'en sais rien, je prends l'exemple de Chauvet et des sapiens d'il y a 40 000 ans, on n'a pas évolué depuis 40. Enfin, je veux dire, pour nos collègues anthropologues, pour mes collègues paléo-anthropologues, il n'y a pas eu d'évolution fondamentale dans le fonctionnement et les mécanismes qui nous régissent au niveau anatomique ou cérébral depuis cette période-là. Donc, quand on parle de sapiens d'il y a 40 000 ans, il faut s'imaginer vraiment des gens comme nous. Ils sont juste culturellement très différents, mais ils sont cognitivement autant équipés et appareillés que nous. Et après, c'est une question de cumul, d'organisation sociale et de cumul des connaissances, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'arrive pas directement au moteur turbo si on n'est pas passé par des formes de... Enfin, voilà, on pourrait prendre des exemples, j'en sais rien, moi, la lignée des voitures, la lignée des automobiles. Voilà, on n'arrive pas ou la lignée des ordinateurs. Bon, bah voilà, il y a 50 ans, les premiers ordinateurs, ou je ne sais pas quand, je dis peut-être une bêtise en disant il y a 50 ans, mais ça prenait notre appartement, enfin une pièce de notre appartement, et aujourd'hui, je vous parle avec un ordinateur portable et des processeurs qui font quelques millimètres de taille, quoi. Mais on n'est pas arrivé directement à ça, donc il faut s'imaginer des choses comme ça, j'imagine, de culture cumulative, quoi. On cumule, quoi. Et on évolue techniquement, on évolue voilà, socialement, économiquement, etc., quoi. Mais il n'y a pas eu de révolution cognitive, quoi, chez Sapiens. D'accord. Il y avait une question là que j'avais laissée de côté à propos du squelette et du langage, c'est-à-dire que à un moment donné, on a beaucoup lié la capacité de langage à la capacité anatomique. Ouais. C'est en comparaison avec les grands singes, je crois. Et vous avez
pas l'air de faire tellement attention à ça, mais d'utiliser plutôt les outils et l'apprentissage pour voir l'apparition du langage. Oui, c'est un moyen d'accès. Après, bien évidemment, il est indirect, ce moyen d'accès par les outils, donc il permettra jamais d'apporter la preuve définitive. Les preuves définitives, enfin, ce qu'on sait au niveau de la conformation anatomique, c'est qu'il y a notamment un os dans notre appareil, dans notre pharynx, qui s'appelle l'osioïde, dont la conformation est nécessaire au fait qu'on soit capable aujourd'hui d'articuler des sons, d'avoir un langage articulé. Cette osioïde et cette conformation de cette zone essentielle du pharynx, elle est présente chez les néandertaliens aussi. Donc on sait que l'anatomie néandertalienne, juste son anatomie, est capable de lui faire articuler des sons. Et ensuite, quand on voit la complexité des techniques que Néandertal, par exemple, a transmis, on n'imagine pas que ces savoirs cumulatifs qui ont été transmis de génération en génération puissent être transmis sans qu'il y ait de forme langagière qui accompagne ces transmissions. Donc, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'au moins Néandertal, comme autre espèce que nous, a les capacités anatomiques pour avoir un langage articulé. Et ensuite, si on regarde les évolutions des outils et la complexité des techniques à certains moments de l'évolution, notamment à travers ces bifaces ou d'autres formes plus tardives, on se dit, d'après ce qu'on connaît, d'après les travaux qui sont faits avec des psychologues, des expérimentateurs, des expériences qu'on arrive à produire et tout, on arrive au résultat indirect que le langage était certainement présent plus tôt, peut-être avant les Néandertaliens, par des évidences indirectes qui sont la complexité des techniques. C'est notre seule façon, quand on n'a pas l'anatomie complète, de discuter de cette question. Moi, j'en suis convaincu, mais je suis convaincu que la complexité, que certaines complexités techniques qu'on a évoquées pour la première leçon rendent nécessaire d'accompagner les gestes par des paroles. Il y a une autre question que je voulais vous poser. De votre point de vue, dans votre domaine, quels ont été les progrès déterminants dans ces dernières années? Parce que, comme vous l'avez dit vous-même, vous avez bien expliqué combien notre vision de la préhistoire avait pu évoluer, changer dans les 20 dernières années, disons. Donc, si on met de côté la génétique, si on reste dans votre domaine, qu'est-ce qui a le plus fait avancer les connaissances, à votre avis? Par exemple, les datations. Les datations, c'est prodigieux. On arrive aujourd'hui, alors on n'est pas encore, pour les périodes, par exemple, pour les périodes domestiquées, enfin, quand le chien arrive, là, dont je vous racontais, vers 15 000 ans, on commence à être à une précision qui est inférieure au siècle. Donc, on arrive à situer les choses dans le temps à plus ou moins un siècle, une ou deux générations humaines, quoi. Ça, c'était complètement impossible et on continue à progresser. Donc, les datations sont il y a plein de domaines. On arrive à caractériser les matériaux. On arrive à faire des analyses géochimiques sur des foyers, des zones de combustion, et à dire que là, il y a eu des graisses animales, à caractériser ces graisses animales. Par exemple, la caractérisation physico-chimique des matériaux a aussi constitué un progrès énorme. On arrive à trouver des résidus sur les tranchants des outils en silex et à décrypter à quoi ces outils ont servi, quelle matière d'œuvre ils ont travaillé. On arrive à caractériser beaucoup mieux les environnements. On a une compréhension des paléoclimats beaucoup plus fine et qui s'améliore d'année en année grâce à nos collègues paléoclimatologues, et à donc beaucoup mieux comprendre les fluctuations climatiques, dans quels environnements les sociétés vivaient, quel climat les accompagnait, et du coup, quelles étaient les conséquences pour eux selon les cycles climatiques dans lesquels ils se situaient. Enfin voilà, ça touche un peu à tout, ça touche un peu à toutes les méthodes de fouille ont également énormément progressé. Il faut s'imaginer qu'il y a 50 ans ou 80 ans, les fouilles, c'était ce qu'on appellerait un massacre aujourd'hui pour nous, quoi. Je veux dire, ils y allaient à la pioche. Nos prédécesseurs du début du XXe siècle, c'était des pioches et ils ramassaient les beaux objets. Maintenant, on est avec des outils de dentiste et des fois, on met des gants et des combinaisons pour récolter les os parce qu'ils vont partir en analyse ADN. Donc, voilà, enfin, je veux dire, tout progresse, quoi. La caractérisation des matériaux,
les méthodes de terrain, les méthodes d'enquête documentaire au niveau de la fouille elle-même, la génétique, bon, qui est une révolution, la paléogénétique, l'ADN ancien, qui est une révolution totale, hein, qui était impensable. Je veux dire, si on avait dit à nos collègues d'il y a 50 ans, qui se posaient des questions sur Néandertal et Sapiens, que 50 ans plus tard, on pourrait dire qu'ils se sont métissés. On arrive même à dire, on arrive à trouver le degré de métissage des types il y a 40 000 ans. Quoi. On séquence un Sapiens d'il y a 35 000 ans, et on arrive à dire que son arrière-grand-père était néandertalien. Les généticiens sont capables d'arriver à un niveau de détermination du génome qui est, on arrive à comprendre les liens de parenté, on va pouvoir comprendre les liens de parenté des gens qui sont enterrés, de savoir s'ils sont du même clan, pas du même clan, si c'est des frères et des sœurs, si c'est le père et le fils. Enfin, c'était inimaginable. Il y a 30 ans, c'était complètement inimaginable. On n'arrivait même pas à séquencer. Il y a 30 ans, on arrivait tout juste à commencer à séquencer les humains contemporains. Donc le fait d'aller se dire qu'il y aurait de l'ADN préservé à travers les millénaires, voilà, aujourd'hui on remonte à plus d'1 million d'années. L'ADN permet d'aller jusqu'à 1 million d'années. C'est juste, enfin, voilà, c'est sûr qu'on est dans une ère où les connaissances se bouleversent parce on vit une révolution technologique, quoi. Donc notre science, elle est en permanence prise dans un flot d'avancées technologiques sur lesquelles on a assez peu de recul. Donc c'est difficile, quoi, parce que il faut prendre du recul aussi. On peut pas, il y a des révolutions technologiques, l'ADN c'en est une, mais derrière il faut laisser le temps aux différents chercheurs qui utilisent ces données génétiques que moi je suis incapable de produire. Moi je comprends rien à un article de génétique hormis la conclusion. Vous savez que l'ADN c'est 5 lettres codées et c'est 3 milliards de lettres qui se suivent, A, C, G et T. Et voilà, c'est une suite d'A, de C, de G et de T. Bon, c'est des modèles mathématiques, c'est de la bioinformatique à un niveau ultra puissant. Je veux dire, ça demande, nos collègues généticiens, ils ont des salles entières, c'est des équipements à plusieurs millions d'euros avec des ordinateurs dans tous les sens. Et il faut se dire qu'un généticien aujourd'hui, c'est un bioinformaticien et un statisticien, quoi. C'est du modèle mathématique, c'est de la mathématique de haut vol. Donc ensuite, derrière, quand ces gens-là nous donnent des résultats, il faut laisser le temps aux préhistoriens de s'accaparer les résultats, d'en comprendre les implications. Et forcément, on ne peut pas avancer à la vitesse de la technologie, quoi. Enfin, il faut on n'a pas toujours le recul. Donc c'est super intéressant, c'est prodigieux de vivre la révolution en direct, je dirais, et de voir les connaissances se multiplier à cette vitesse-là. Et en même temps, des fois, ça fait un peu peur. On se dit, oulala, il faut pas non plus tout dégager ce qui a été fait avant. Et il faut prendre le temps de comprendre ces nouvelles données, d'en comprendre les implications, de saisir les implications, etc. D'accord. Alors, vous avez une autre question, curiosité. Quel est votre champ de fouille? Qui cherchez-vous, si ce n'est pas indiscret? Là, aujourd'hui, c'est un site justement de. Moi, ma période de prédilection, c'est. Ma période de prédilection, c'est de travailler sur les industries en pierre des premières sociétés d'Homo sapiens. Donc, j'ai beaucoup travaillé. Je travaille en Europe occidentale, en Europe centrale, mais j'ai aussi travaillé sur des sociétés sapiens qui sont plus anciennes en Afrique, notamment en Afrique du Sud. Et j'ai aussi eu des terrains jusqu'en Mongolie, donc en Asie du Nord-Est. Et là, le site sur lequel je suis en ce moment dans le Lot, c'est un site où on a des couches archéologiques à la fois des derniers néandertaliens, donc les derniers néandertaliens qui vont s'éteindre dans les régions en Europe de l'Ouest autour de 40 000 ans à peu près. Et juste au-dessus, on a les premières couches culturelles qu'on appelle l'aurignaciens, c'est la période des peintres de la grotte Chauvet, par exemple, qui sont les premières couches culturelles qui représentent les premières sociétés d'Homo sapiens. Donc voilà, là c'est un abri sous roche, donc on est à un pied de falaise, et dans ce pied de falaise se sont accumulés les vestiges culturels à la fois des derniers néandertaliens et des premiers sapiens. C'est à quoi ça ressemble? Il y a des foyers, il y a beaucoup d'os consommés, donc il y a énormément de rennes, de vestiges d'ossements des rennes qui ont été abattus, chassés, puis ramenés sur l'habitat et consommés, découpés avec des stries, etc. Il y a beaucoup d'outils en silex, beaucoup d'outils en pierre. Il y a aussi des objets décoratifs. On trouve des petites perles en os, en ivoire, des coquillages perforés. Voilà. Et là, on est les étudiants qui sont en formation et puis toute une équipe de spécialistes. On doit être une trentaine de spécialistes différents sur ce site-là, par exemple. Parce que ça va depuis les gens qui étudient les sédiments,
les gens qui font les datations, ceux qui travaillent sur les ossements humains, ceux qui travaillent sur les ossements animaux, ceux qui travaillent sur le travail de la pierre, ceux qui travaillent sur les coquillages, ceux qui travaillent sur… Enfin, voilà, il y a des spécialistes de tout là-dedans. Donc, il faut être… voilà, c'est aujourd'hui, seul, un préhistorien seul, aujourd'hui, il ne fait rien, quoi. C'est moi seul, je ne peux pas proposer le bouquin que j'ai sorti et je ne peux pas travailler sur le terrain tout seul. J'y comprends. Enfin, voilà, il y a plein de choses que je ne maîtrise pas, quoi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des points que vous auriez voulu voir abordés? La définition du genre humain, c'est pas arbitraire? Si, on l'a vu avec le premier outil. Disons que les anthropologues, les collègues paléo-anthropologues spécialistes de l'étude des vestiges anatomiques, des ossements, eux, à un moment dans l'évolution des primates, ils disent bah, ça c'est du genre Homo, parce que bipédie pleinement accomplie, station verticale, évolution cérébrale, etc. etc. Mais par contre, voilà, le premier outil montre bien que le premier outil, aujourd'hui, il a 800 000 ans de plus que le premier Homo. Donc ça veut dire que l'outil qu'on avait longtemps pensé être l'apanage du genre Homo ne l'est pas. Et que donc notre évolution et notre culture cumulative dans l'évolution des techniques, elle a commencé avant ce qu'on appelle Homo au niveau anatomique. D'autres questions? Ah ouais, je vois que D'autres? s'il n'y en a pas d'autres, je vais aller rejoindre mes jeunes, là, parce que le temps a filé. C'est vrai que j'avais dit 21h et je vois qu'il est déjà 21h25. Écoutez, on voudrait vous remercier parce que c'était génial, c'était tout à fait intéressant. Enfin, C'est tant mieux. Moi, c'était avec grand plaisir. Oui, c'était passionnant. Si vous avez d'autres cycles, Merci beaucoup. je Bravo. serais enchanté de… Très intéressant. Bravo, collaborer. bravo. vous Voilà. avez pas d'applaudir. C'est super qu'il y ait plein de… Il y a une université populaire aussi à Toulouse à laquelle je participe souvent. Enfin voilà, il y a tout un tas d'initiatives comme ça, d'associations créées. C'est super, quoi. Pour nous, c'est une manière de diffuser. Et c'est toujours, voilà, toujours un grand plaisir en tout cas. Bon, ben, écoutez, Si vous pour- voulez en savoir plus, Merci vous avez beaucoup. les références du bouquin et et puis on peut vous écrire, voilà. voilà, vous pouvez diffuser mon adresse et puis après le bouquin il se trouve sur internet, en librairie, n'importe où et voilà, si ça vous intéresse. Ben, la bibliothèque, Un peu- elle sera mise sur le site de toute façon pour tout le monde. Ok, très bien. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres remarques? Merci. Merci, Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir.